à tous et merci pour votre présence pour ce temps d'échange avec Positech. Donc, une conférence suivie d'un temps d'échange de questions-réponses. Merci Odile d'avoir répondu à la présence de votre invitation. Donc, Odile Deck est architecte française et elle a vu sa notoriété et le succès de son agence, fondée en 1978, se développer toujours plus au fil des années. Son travail est un univers complet au sein duquel se côtoient, s'interpellent et se répondent l'architecture, le design, l'art et l'urbanisme. À son style direct, à sa personnalité affirmée et fantasque, répondent son architecture aux géométries audacieuses et ses créations innovantes dans les domaines où elle s'exprime. La reconnaissance internationale arrive très tôt, dès 1990, à l'occasion de sa première grande commande, la Banque populaire de l'Ouest à Rennes. Les 10 prix nationaux et internationaux ainsi que les publications qui ont accompagné la construction de ce bâtiment ont à l'époque souligné la naissance d'un nouvel espoir issu de la révolte punk, mettant à mal les conventions poussiéreuses. Parmi les réactions architecturales de cette femme pionnière et passionnée, citons le Musée d'art contemporain de Rome, le siège de GL Events à Lyon, le FRAC Bretagne à Rennes, le musée archéologique de Tangshan en Chine, le cargo incubateur de start-up à Paris, un immeuble de bureau à Paris, le Twist, et encore de nombreux projets qu'elle pourra vous présenter lors de cette conférence. Merci à nouveau Odile et voici, je vous laisse place pour cette intervention. Merci Elise. Merci d'avoir réussi à s'occuper ces lumières qui mangeaient les lumières du paysage. On est dans une petite salle, donc c'est très intime. On va faire ça. Vous m'entendez ou pas? Vous ne pas parler comme ça, c'est mieux ou pas? C'est aussi bien? C'est pareil. C'est pareil? C'est pareil un peu plus fort. Je ne vais pas me laisser la voix, j'ai encore un truc ça tourne. Non mais sinon parlez bien dans le micro et vous m'entendez, mais pour vous, peut-être que c'est ça, c'est mieux. Non, je m'assois parce qu'on va plus de résultats. Alors, pourquoi une conférence qui s'appelle Horizon? D'abord parce que je suis bretonne et c'est pas la raison, et que j'aime la mer, et que j'aime surtout l'horizon. Parce qu'en architecture, faire un projet est l'équivalent à naviguer sur la ligne d'horizon. Alors je vais expliquer. La ligne d'horizon, c'est une ligne imaginaire que l'on regarde depuis la côte ou depuis un bateau, depuis un endroit où on est sur la mer, et vers lequel on va. Et quand on veut aller vers l'horizon, on fait le point, on définit un point sur l'horizon, et on commence à naviguer. Et on navigue en tenant compte du courant, du soleil, du vent, d'un certain nombre d'éléments qui vous contraignent à ne pas faire une ligne droite, mais à faire de la négociation avec les éléments naturels. Et bien faire un projet d'architecture, c'est pareil. Vous commencez par vous mettre un objectif, et par vous donner un objectif, et au fur et à mesure que vous avez un certain nombre de contraintes, qui sont beaucoup plus nombreuses encore, et avec lesquelles vous allez négocier, avec lesquelles vous allez avancer, avec lesquelles vous n'allez jamais aller en ligne droite, parce que votre chemin n'est pas prédéterminé. Ce chemin de monde est prédéterminé, vous donne envie, une fois que c'est fini, une fois que vous avez arrêté tout ce projet, d'aller encore plus loin. Comme une fois que vous avez atteint le point fictif de la ligne d'horizon que vous vouliez atteindre, enfin l'horizon est toujours devant vous, donc c'est pour aller encore plus loin. Donc c'est comme ça, alors parfois c'est un temps calme, et parfois c'est plus agité. Donc je vais commencer par, et voilà. Et on commence par un bateau, puisqu'on est sur la mer. J'ai fait ce bateau, j'ai travaillé sur ce bateau de 2003 à 2006 pour des Italiens qui m'ont appelé pour me demander si je connaissais quelque chose à la navigation. Bien sûr, je connais quelque chose à la navigation, donc ils étaient ravis de chercher un architecte pour travailler avec eux et la chantier naval sur ce bateau. Je ne vous dis pas que j'ai fait le corps du bateau. Le corps du bateau était prédéterminé, mais j'ai changé beaucoup de choses parce qu'avec le chantier naval, j'ai discuté sur les structures, j'ai discuté sur les fenêtres, sur les ouvertures, les hublots dans les bateaux, et je redessiné tout le pont. Donc voilà, donc c'est un bateau qui est un super yacht parce qu'il est gigantesque, puisqu'il fait 44 mètres de long. Son mât fait 50 mètres et sa grand voile fait 900 mètres. Et en même temps, c'était une opportunité de travailler sur un pont flush deck qu'on a complètement dessiné à l'agence et qu'on a développé pour fabriquer des surfaces contenues et non pas une surface sur laquelle on pose des objets. Et quand on faisait des hublots, au lieu de faire des hublots qui sont des objets que l'on pose sur le pont du bateau avec des cadres, j'ai demandé à ce qu'on insère des lames de verre noires dans le même plan que le bateau et de part et d'autre pour avoir la lumière naturelle qui descend dans les espaces en dessous, de part et d'autre, et le soir, la lumière remonte, parce qu'on a de la lumière sur le pont de la même façon, à l'envers. Donc ça éclaire le pont. Et à l'intérieur, tout est dessiné, et
là, c'est vraiment un dessin qui va depuis le concept général de l'espace jusqu'au moindre détail. On a tout dessiné. Dessiné le bar, que vous voyez là au milieu, puisque entre le salon, un petit salon central qui donne accès au pont et la cuisine, on a un bar qui est coupé en deux et dont la cuisine, une cloison coulissante, permet de séparer, quand on n'a pas envie d'aller dans la cuisine, c'est la cuisine du salon. Donc c'est tout un système de parois coulissantes, parce que quand j'ai commencé à discuter avec mon client, il était très jeune, c'était sa mère et son grand-père qui avaient fait la donc c'était quelqu'un de très jeune, presque à notre âge, c'est la majorité des gens qui sont là. Et donc il voulait pouvoir, à l'époque il étudiait la musique, et il voulait pouvoir être de temps en temps sur son bateau tout seul, ou de temps en temps avec sa mère et sa sœur, et de temps en temps avec des amis. Donc selon le nombre de personnes qui seraient sur le bateau, il voulait que l'espace soit flexible. Donc on lui a fait un pont, un bateau aménagé comme un loft dans lequel les cloisons coulissent, les cloisons changent et les espaces se transforment. Donc là, ça c'est la cabine propriétaire. Vous voyez qu'on a même dessiné le lit. La cloison qui est derrière, entre le lit et la salle de bain, c'est une cloison épaisse parce que dans la cloison s'installent les autres parties de cloison qui peuvent fermer et séparer la salle de bain de la cuisine, de la chambre. Et derrière, au fond, la salle de bain, tout le mur du fond est un miroir, de façon à donner l'impression que l'espace est encore plus grand. Vous l'avez constaté aussi qu'on tient debout dans ce bateau, dans les cabines en dessous, ce qui est assez exceptionnel, c'est parce que c'est la taille du bateau, il y a quand même une grande épaisseur. Et la largeur, il fait 44 mètres de long, comme je vous ai dit, mais 7 mètres de large. Donc c'est un bateau qui, lorsqu'il marche au frais, et vraiment vous êtes à 7 mètres en haut, sur les bords, au-dessus du l'eau, c'est assez impressionnant. Et puis on a dessiné la salle de bain, enfin bref, on a tout dessiné. Je ne peux pas vous montrer tout parce que je n'ai pas le droit de montrer tout. Mais tout ce que j'ai pu montrer, je montre. Ça, c'est un genre que ça peut être d'abord un bateau. Je parle tout ça, c'est de l'architecture. Là, c'est une des premières installations que j'ai faites un jour à New York dans une galerie d'art. Ils m'avaient demandé de venir m'installer dans un espace chez eux. Et je leur ai proposé, et ils m'avaient dit surtout, vous ne faites pas d'architecture, vous ne présentez pas d'architecture. Donc j'ai construit un espace, dans le petit espace qu'ils m'avaient alloué, qui est un espace qui est construit avec des parois qui sont pas verticales et qui sont toutes continues, avec un plancher qui est en oblique, qui est une rampe, et les parois à l'intérieur. La moitié des parois sont peintes en blanc, l'autre moitié est recouverte de miroirs. Donc quand on rentre dedans, et que je projetais sur les murs blancs des images, évidemment des projets, mais des images, la réflexion dans le miroir donnait l'impression que l'espace était plus grand, était différent. Et ce que vous voyez ici comme espace n'existe pas, puisque c'est l'entrée dans l'espace qui est reprojetée. À l'époque, on était en 2004, j'avais appelé ça espace virtuel mais en réel. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'espace virtuel avec le métaverse et tout ça, mais je pense que vous en parlez dans vos écoles, j'espère un petit peu. Je ne suis pas sûre. Mais pour ceux qui sont encore à l'école. Parce que c'est vraiment fondamental. Mais la question de l'espace virtuel, parce que non seulement les parois sont à droite, non seulement ce que vous voyez n'est pas le réel, et en même temps, les parois sont le plancher est incliné, donc toute la perception de l'espace est chamboulée. Ça, c'est une autre galerie qui m'a apparu cette fois-ci, dont j'ai rénové l'espace en 2007, et qui m'a demandé de m'installer comme étant la première exposée dans la galerie. Et donc, je me suis demandé ce que je pouvais faire, parce que je ne pouvais pas évidemment exposer une architecture dans une galerie d'art. Donc, j'ai cherché un petit croquis. Je me suis souvenu du petit croquis que je fais souvent à Patrick avec moi pour leur expliquer ce que c'est que pour moi l'équilibre dynamique. L'équilibre dynamique, c'est donc, vous savez qu'on peut poser une poutre sur deux appuis, elle est stable. Si vous la posez sur un seul appui, il faut calculer et la longueur et le poids de part et d'autre pour la rendre équilibrée. Donc c'est ça le principe, c'est d'avoir un montant, un poteau, si je peux dire, une barre et deux masses distantes dans cet espace de 6 mètres de long. La barre qui est ici fait 6 cm par 6 cm, elle est posée, elle n'est pas attachée. Et il y a un ballon à une extrémité qui fait 2 mètres de diamètre, c'est un ballon d'air. De l'autre côté, c'est une boule d'aluminium qui est remplie de sable et qui, pour atteindre l'équilibre, pour que le système atteigne l'équilibre, on finit par remplir grain par grain à la fin pour être sûr que l'équilibre soit là. Et c'est tellement ce que j'appelle l'équilibre dynamique, c'est que quand vous vous promenez à côté, puisque ça remplit l'espace, le ballon remplit presque l'espace, et quand vous passez à côté, l'air se met en mouvement, puisque le déplacement du corps favorise la du mouvement. Et donc le ballon se met tranquillement à bouger. Donc on voit que l'équilibre est instable et l'équilibre est à la limite de la rupture. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça m'intéresse. Tout ce que je vous raconte là, même si ça ne paraît pas direct, ça m'intéresse en architecture. Ça, c'est un jardin qu'on a fait à Chaumont-sur-Loire en 2009, quand ils ont fait le thème des couleurs.
Et quelqu'un dans l'agence m'a dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas un jardin noir? J'ai dit oui, mais un jardin noir, il y a très peu de fleurs. De fleurs, de plantes noires, même s'il y en a. Mais puis finalement, on a décidé de faire une installation. Et donc, dans le milieu de tous les jardins de Chambon-sur-Loire, du festival, dont je pense que vous avez entendu parler, qu'il faut aller voir chaque année, c'est formidable. Et donc, on a fabriqué un espace calme, un espace de silence, au milieu de toutes les couleurs qui étaient très, très, très brillantes tout autour. Donc, on a mis des dames de verre noires qui réfléchissent sans être réfléchissantes. On a posé sur le sol, on a rempli le sol d'une poudre de pluie sur une certaine épaisseur pour absorber le son. Le milieu a juste une petite surface d'eau sur un film noir. Ce qui fait que ça devient un espace très calme dans lequel on ne s'entend pas. Parce que si vous mettez 4 salles à chaque extrémité et que vous devez parler entre vous, c'est pas possible parce que le sol absorbe le son. Donc c'est un endroit de recueillement et un espace de tranquillité au milieu du jardin. Et le soleil joue sur les lames de verre, transforme la perception à nouveau. Ici, on est à Los Angeles, dans l'architecture Sayark, qui chaque année, ou plusieurs fois dans l'année, demande à des architectes de venir faire proposer des installations, des œuvres. Et donc, moi, j'ai proposé de reconstruire un espace à l'intérieur. Et cet espace, comme vous le voyez, il a un plan très très régulier, de géométrie très régulière, de triangles équilatéraux, qui sont tous identiques, mais dont les passages, ici, ne sont pas au même endroit. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que les murs ne sont pas verticaux et ils sont recouverts de miroirs. Dessus, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, et quand on est dedans, quand on arrive en bas, quand on est dedans, les murs se réfléchissent mutuellement, et donc vous perdez complètement la perception de l'espace, alors que c'est un espace géométrique extrêmement régulier, donc vous ne savez plus une fois que vous êtes dedans comment il est. Plus que ça, c'est que les passages que vous voyez, que vous savez que vous ne connaissez pas lorsque vous rentrez dedans, vous avez l'impression qu'ils existent alors qu'ils n'existent pas, c'est qu'un reflet, et parfois c'est le vrai passage. Donc en fait c'est un endroit pour se perdre, même s'il est tout petit. C'est un endroit pour jouer sur la perception de l'espace en commun, et sur le plaisir de naviguer, de se déplacer dans un espace que l'on ne connaît pas et partir à l'aventure dans un espace relativement petit. Là, la limite entre le plancher et le sol et le plafond et le mur n'est pas très claire. Ça, c'est une autre installation que j'ai fait à Milan, au moment du Salon du Meuble, où chaque année, il y a quelque chose qui s'appelle Foyer Salonné, organisé par Interni, et où on doit travailler avec un fabricant qui sponsorise ce que vous faites. Donc là, on m'a demandé de travailler avec un fabricant de carrelage à l'époque, qui sortait des grandes dalles, des grandes plaques de carrelage, qui faisaient 3 mètres de long par 1 mètre de large, en 3 mm ou en 6 mm d'épaisseur. Et ils s'attendaient à ce que je leur passe un espace recouvert évidemment de carrelage. Je n'ai pas fait ça, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils m'avaient raconté sur le fait que malgré la finesse, l'extrême finesse de la plaque, elles étaient extrêmement solides. Donc je les ai mises verticales. Je les ai installées verticalement, en les reliant avec des tiges de métal, pour en faire un objet, un gros cube, qui est simplement perforé par un volume, comme s'il y avait un ballon qui l'avait traversé, dans lequel on peut rentrer en marchant sur la tranche des lames de carrelage. Et c'est solide. Donc c'est pour montrer que finalement ces lames de carrelage sont extrêmement solides malgré leur grandeur et leur finesse. Architecture un petit peu maintenant. Donc le musée d'art contemporain de Rome, qui est un concours que j'ai gagné en 2000, qui a été fini et livré en 2010. Donc on est dans le centre-ville de Rome. Le Rome ancien est là, on est juste à côté, dans un quartier plutôt fin 19e, début 20e, dans lequel, à cet endroit-là, il y avait des bâtiments de l'ancienne brasserie Peroni, qui était au centre-ville, qui étaient installés là. Ça, ce sont 2 bâtiments qui préexistaient, qui venaient d'être rénovés, et on nous a donné ce site-là en Pantou, entre 2 rues, à l'angle de 2 rues. Il était possible de démolir beaucoup de choses sur le site préexistant, et la seule chose qu'on devait garder, les 2 choses qu'on devait garder, c'était les façades sur la rue, parce qu'il n'était pas question de retirer les façades industrielles de la fin du 19e, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le centre-ville. Donc les architectes de bâtiments de France, qui s'appellent là-bas les pays culturels, évidemment ne voulaient pas. Et de garder la structure d'un bâtiment ici, c'est la structure et son toit. Mais le reste, on pouvait tout démolir. En fait, la question était qu'il fallait créer une nouvelle entrée à cet endroit-là. Et entre cet endroit-là, cette entrée-là future, et l'entrée préexistante qui était là, il y avait 4 mètres de différence. Ça, c'était plus bas de 4 mètres que celle-là.
Donc, comprenant ça, je me suis dit, on est à Rome. Faire un musée d'art contemporain et faire de l'architecture contemporaine, c'est pas habituel. Il n'y en a pas dans le centre-ville de Rome. Il n'y en a eu que jusqu'aux années 60 et depuis plus rien, depuis la périphérie. Donc, je me suis dit, avant, à cause du poids de l'histoire sur la Montgoule, à cause de la présence des ruines et du temps romain, il faut faire attention. Donc, je me suis dit, on va se cacher derrière les façades, même si j'aime pas faire ça, me cacher derrière les façades. Mais comme on fait faire une entrée ici, j'ai donc décidé de couper l'angle que j'avais le droit de couper, de creuser tout le terrain à moins 4 mètres, et de faire en sorte que, par un jeu de rampe, depuis la cour ici, celle-ci, par rapport à depuis l'intérieur et à l'intérieur ici, on puisse passer de ce plancher-là à moins 4 mètres à ce plancher-là plus au niveau zéro de la ville à ce moment-là, et de faire un jeu entre les deux plaques qui sont la surface de l'espace en bas et la surface au-dessus qui est le toit. Et de fabriquer un toit habitable, un toit utilisable, et entre les deux des rampes. Et de pouvoir permettre un parcours entre les deux, pour permettre aussi, lorsque les personnes veulent rentrer par cet endroit-là, ils peuvent utiliser un escalier qui est là derrière, se retrouver sur le toit, aller au café, au restaurant qui est ici, repartir par la rampe et aux autres. C'est-à-dire pratiquer le musée par au-dessus, et grâce aux parties vitrées que j'ai mis dans le toit, en particulier cette partie-là qui est une gigantesque fontaine au centre, la possibilité d'avoir la vue, apercevoir ce qui se passe en dessous et avoir envie d'aller en dessous. Parce que l'art contemporain n'est pas toujours facile d'accès pour le grand public. Je ne sais même pas pour des étudiants d'architecture commencer, mais je sais que pour le grand public, ce n'est pas facile d'accès. Et donc, il est important de leur donner envie, de leur donner la possibilité de pratiquer le musée et de découvrir petit à petit. Et donc, c'est pour ça que pour moi, un centre d'art contemporain, un musée d'art contemporain, c'est d'abord une déambulation, d'abord une promenade, pour pouvoir, au fil de la promenade, découvrir et avoir envie d'aller voir plus loin. Donc, c'est ce que vous voyez là dans la sonométrie. Au centre, ici, on a le foyer, dans lequel on a un auditorium surmonté d'une surface au-dessus et des passerelles. Donc, maintenant, on va rentrer dans le musée. La structure pour faire ça est une gigantesque structure métallique qui couvre la totalité, qui n'est portée que par 4 poteaux. Parce que je ne voulais pas de poteaux, je ne voulais pas de structure visible, je voulais rendre le tout assez magique et donner l'espace le plus libre possible. Donc on rentre par cet angle-là, qui est entre cette façade-là et cette façade-là qu'on a dû garder, avec une boîte de verre, dans laquelle j'ai installé le café au premier étage, puisqu'à Rome, comme en Italie, partout dans les rues, il y a des cafés. Le café, c'est fondamental. Donc, quitte à en utilisant la courbe de la rue, en fait, le café, par moment, se trouve au centre de la rue. Donc, il est vraiment dans la rue, même s'il est au-dessus de la rue. On passe en dessous, parce que le café est en porte-à-faux, comme vous le voyez, il n'y a rien. Et on traverse, ça c'était une demande de la ville, dans mon cours, de garder un jardin. Donc j'ai gardé un petit jardin derrière, qui est juste avec quelques arbres, qui poussent très vite, et qui maintenant on leur feuille sur le toit. Et donc pour donner un peu de verre là-haut, un peu de verre là-haut, alors que dans la cour c'est juste minéral. On rentre dans le musée, et on découvre un peu qu'on a plusieurs chemins, plusieurs façons de pratiquer le musée. Des escaliers, des passerelles, des promenades, tout autour. On tourne autour de l'auditorium, et la fontaine qui est au-dessus, une grande plaque de verre, en fait éclaire en dessous cet espace qui est totalement noir. Alors pourquoi c'est noir alors que les espaces d'exposition sont blancs? Les espaces d'exposition et les salles d'exposition sont blanches parce que les salles d'exposition sont des endroits pour les artistes, pour les curateurs, et c'est pour eux. Et donc l'architecte n'a pas à intervenir dedans, il doit donner un espace et leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, les espaces publics, je les ai dessinés en noir, je les ai pas en noir, pour pouvoir donner un lieu plus fort, et dans lequel maintenant, parfois, ils accrochent sur les murs des œuvres, parce qu'ils se sont rendus compte que sur des murs noirs, on peut aussi accrocher des œuvres. Mais par contre, toutes les œuvres ne permettent pas d'être sur des murs noirs. Il faut que les œuvres soient fortes pour pouvoir se distinguer sur des murs noirs, mais c'est un autre neutre. Parce qu'on vous dit traditionnellement que les musées d'art contemporain sont des centres, des boîtes blanches neutres, eh bien moi je pense qu'elles peuvent être noires. On tourne autour de l'auditorium avec la fontaine qui appartient aux deux lieux publics, le lieu du dessus et le lieu du dessous. Les deux surfaces, comme vous le voyez, ont la même pierre de sol, on n'avez pas vu encore, vous n'avez pas vu le sol, c'est du basalte. Et le basalte, c'est la basalte des pavés des trottoirs de Rome. Et le trottoir à l'extérieur est en basalte, il existait. Donc la ville rentre dans le musée par dans le foyer, c'est la prolongation de l'espace public extérieur. Et au-dessus, c'est pareil. Donc ce sont deux espaces publics qui appartiennent à la ville. On est dessus et dessous, la prolongation de la surface et de la matière de la ville. L'auditorium lui-même est un objet facetté de façon irrégulière qui donne l'impression qu'il est presque instable.
Pour le rendre encore plus instable, on a creusé en dessous, on a créé une rampe en dessous, sur laquelle on a mis des éclairages, et où un des directeurs, depuis le temps où le musée existe, avait installé des petits écrans de vidéo, avec des vrais là. Les gens s'allongeaient en dessous de l'auditorium pour aller regarder les vidéos, parce que c'est un musée qui a une collection d'art vidéo depuis les années 60 extrêmement importante. Donc beaucoup de vidéos étaient projetées là-dedans, en dessous, mais aussi à l'intérieur. Donc à l'extérieur, c'est un volume qui est mat, rouge, et à l'intérieur, tout est rouge brillant. C'est le cœur, donc c'est le centre, c'est le cœur, c'est l'endroit où les artistes viennent présenter leurs œuvres aussi. C'est un endroit où on discute et on communique avec les gens extérieurs. C'est l'endroit de la communication entre les artistes, le musée et les visiteurs. Donc dans cet espace, en cours de projet, la ville m'a demandé si je voulais aussi dessiner le mobilier, donc évidemment, parce que c'est une tradition. Il faut savoir que les grands designers italiens des années 60 jusqu'aux années 80, en fait, étaient tous des architectes. Donc les architectes dessinent le mobilier, et en Italie particulièrement. Et c'est une tradition. Donc les entreprises italiennes ont l'habitude de voir arriver des architectes pour dessiner des mobilier. Donc je dis pourquoi pas. Et j'ai commencé à travailler donc ici avec Paul Tronafrau pour faire des sièges. Le siège de l'auditorium, c'est une grande banquette qui a un accoudoir qui est mobile, parce qu'on peut s'asseoir tous serrés les uns contre les autres et nombreux, et alors individuellement. Derrière, il y a une tablette qui est rangée, qui lorsqu'elle est sortie allume la petite lampe qui est ici, lorsqu'elle est rangée, elle éteint. Ça nous permet de prendre des notes dans cette salle quand elle est en noir. La grande salle d'exposition qui fait 1000 mètres carrés est une salle qui a une hauteur variable, parce que dans le programme qu'ils nous avaient donné au départ, en fait, ils ne savaient pas trop bien ce que c'était. C'était pas fait pour un musée d'art contemporain. Au départ, ils avaient dit une galerie d'art contemporain. Donc ils ne savaient pas, et dans le programme, il était dit qu'on pouvait y faire des spectacles, qu'on pouvait y faire des théâtres, qu'on pouvait projeter des films, qu'on pouvait faire des expositions, qu'on pouvait faire toutes sortes de choses. Donc ils avaient donné des hauteurs variables. Et donc c'est pour ça que grâce à ça, ici par exemple, on est à 11 mètres de haut, alors que à l'extrémité, à notre étrange, on est seulement à 7 mètres. Mais comme c'est une très grande hauteur et qu'on a des grosses structures, donc que je vous ai montré au début, les grosses structures métalliques, tout est noyé dans le noir, ce qui fait que ça ne perturbe pas la vue. Tout le reste est blanc, le sol est en béton, et donc ils peuvent le transformer comme ils veulent. Et une des passerelles passe dans la salle d'exposition, à partir d'ici, et monte tranquillement pour aller rejoindre le toit. Ce qui fait que c'est pour aller sur le toit. Ce qui fait qu'il y a 3 niveaux de promenade dans ce musée. Il y a le niveau rez-de-chaussée, le niveau bas, le niveau moyen qui est le niveau des passerelles, qui permet de rejoindre aussi les toits, et le niveau du toit. Le toit, c'est ça. Voilà, c'est un jeu de plaques différentes, à différents niveaux, du fait des différentes hauteurs de la salle d'exposition. Au centre, la fontaine, des grandes parties vitrées, mais qui sont protégées du soleil par un film, par un textile de tissage d'inox que j'ai fait avec la fille de Jean Prouvé. Et on a fait 3 variations différentes de tissage de ce film d'inox pour jouer en fonction des orientations et faire laisser pénétrer plus ou moins la lumière au soleil. J'ai aussi dessiné les lampes, donc ça ce sont des javelots qui sont mis sur des mâts et qui servent à éclairer le soir la terrasse du restaurant qui est derrière cette façade vitrée. Le café, lui, que ça vous a montré tout à l'heure, lui est multicolore avec ses sièges et il est aussi en grande. Alors c'est vert aussi, on se filme avec ce tissage à l'intérieur, mais on le voit très peu parce qu'il est très très fin, il est très large ce tissage. Les toilettes. Dans les conférences, je parle toujours de toilettes. Parce que les toilettes, c'est un endroit intéressant pour un architecte. Parce que les toilettes, c'est le seul endroit où on ne va pas vous embêter avec la réglementation. C'est un endroit où on va vous demander simplement de donner des dimensions, de mettre de la lumière et un peu de ventilation. On ne vous demande rien. Donc moi, c'est un espace d'expérimentation. Les toilettes, pour moi, sont un espace d'expérimentation et en même temps, c'est toujours intéressant d'aller visiter les toilettes des lieux. Parce que ça dit beaucoup sur le lieu lui-même. Donc mes toilettes à Rome sont un volume qui a été inséré sous la structure que j'avais dû garder, recouvert entièrement extérieur et intérieur d'inox polymiroir, dans lequel on rentre au centre avec tout un inox polymiroir, avec à chaque extrémité du centre, de cet espace central, un miroir qui fait tout le mur aux 2 extrémités, ce qui fait que l'espace ici se reflète à l'infini dans ce miroir. Et ce boîte, je dis toujours que ça a été fait en référence au film de Jacques Tati, Playtime. Est-ce que vous l'avez vu? Personne n'a vu ce film de Playtime de Jacques Tati. Il faut absolument que tous les étudiants d'architecture doivent le voir. Allez, regardez-le, il date de 65. C'est un film
qui a ruiné Jacques Tati, c'est le dernier de ses films. C'est un film dans lequel il a voulu exprimer l'ultramodernité des temps qui allaient fuir. Et donc dans ce film, il y a une histoire, vaguement une histoire. Il y a quelqu'un qui se promène, un personnage qui se promène, et c'est lui, qui se promène sans parler souvent, sans jamais parler. Il rencontre des personnes, et les personnes parlent toutes les langues du monde. Donc commence une phrase avec une certaine langue, finit sa phrase. Personne ne se comprend, mais c'est pas grave, tout le monde continue à déambuler, à faire ce qu'il a à faire. Tous les espaces, tous les lieux, et ça a été tourné en lieu réel dans les années 60. Tous les espaces sont polymiroirs, réfléchissants, lisses, sans aucune aspérité. Le monde froid que l'ultramodernité des années 60 laissait présager. Et donc j'ai voulu faire en référence ça, un espace froid, neutre et complètement démultiplié sans aucune aspérité. Mais au centre, cet objet blanc, qui est en verre, qui a au-dessus, ce que vous voyez peut-être mal ici, un espèce de paysage en creux. Et c'est l'endroit où vous allez vous laver les mains quand vous sortez des toilettes. Il n'y a pas de robinet, il n'y a rien du tout. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous faites danser vos mains au-dessus de l'objet. Au fur et à mesure qu'à un moment vous croisez un rayon infrarouge, et ce rayon infrarouge vous fait monter l'eau, vous fait monter à un autre endroit le séchage, et l'objet devient rouge. C'est-à-dire que c'est la froideur et la chaleur pour les toilettes. Et donc tout le monde va visiter les toilettes à Rome, et tout le monde ressort en souriant, parce que chaque personne qui vient utiliser les toilettes devient acteur de visite. Les toilettes, ça m'intéresse. N'hésitez jamais à faire des toilettes intéressantes, parce que c'est pas banal de faire des toilettes. C'est un endroit dans lequel vous pouvez donner aux gens une expérience. Vous ne laisserez pas le faire forcément partout, mais dans les toilettes, oui. Donc ça, c'est le frac que j'ai fait quelques années après, qui a été livré 2 ans après. C'est un monolithe noir en face d'une œuvre d'Aurélie Nemours. L'œuvre d'Aurélie Nemours, on la connaissait quand on a fait le concours. Voilà, on savait qu'elle allait venir, mais elle n'était pas construite. Et Aurélie Nemours, qui est une artiste abstraite française, qui est morte, elle avait 93 ans, en milieu des années 2000, à la fin des milieu des années 2000. Elle était déjà morte lorsqu'on a fait le concours en 2005, avait donné 2 consignes pour le bâtiment. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui donne une contrainte à l'architecte et non pas l'inverse. C'est formidable. Donc elle avait dit qu'elle voulait un bâtiment silencieux à côté de son œuvre, et elle ne voulait pas qu'on éclaire son œuvre à partir du bâtiment. Son œuvre devait rester dans le noir. Donc, en référence à l'œuvre d'Aurélie Nemours, j'ai fait un monolithe noir, qui est juste dans la façade principale, et séparé en deux par qui différencient 2 matériaux. En bas, c'est un verre noir, qui n'est pas noir. C'est un verre qui apparaît dans 2 jours noirs. Au-dessus, c'est une plaque d'inox polymiroir noir, mais qui, à cause du ciel, de la lumière, change de couleur toute la journée. Sur le côté, cette salle d'exposition, c'est la grande salle d'exposition, est accrochée en suspension au-dessus du volume en dessous sur un bloc de béton noir, qui, lorsque le temps est sec, paraît gris, foncé, et lorsque le temps est humide, devient noir. Donc ce sont 3 noirs différents. Le vert, noir, qui n'est pas noir, vous le verrez quand vous serez à l'intérieur. L'inox polymiroir, parce qu'il est réfléchissant, noir, paraît parfois noir, mais pas toujours. Et le béton qui est noir et ne paraît pas toujours noir. Donc c'est un jeu sur 3 nuances de noir, avec des matériaux différents de façon radicale. On rentre ici, et quand on entre ici, on se retrouve dans un espace qui est complètement baigné de lumière, parce que ce monolithe a été fracturé, coupé en plein milieu, avec une grande verrière qui coupe et qui amène de la lumière jusqu'en bas, sur 30 mètres de haut, entre la verrière en haut et les réserves en dessous, avec, en arrivant à l'entrée, un auditorium, à l'arrière duquel on arrive, un comptoir, et la façade, dont vous voyez qu'elle devient transparente. Compte tenu de la mauvaise qualité de la projection, normalement on voit à travers. Et je vais vous montrer. Donc bon, pour aller de l'autre côté, en fait on ne peut pas rentrer là. Pour aller là, qui est on aperçoit l'ascenseur et on aperçoit vaguement, c'est par là qu'on va pouvoir monter dans l'espace. En fait, il faut retourner ici. Il faut passer ici le long de la façade et commencer à emprunter ces grands pas de marche le long de la façade qui vous permet de vous référer à l'endroit là où vous donnez le mot derrière. Un espace qui se resserre en place milieu à 1,50 m entre l'auditorium et la façade et l'espace extérieur. Et au bout, vous arrivez dans le café derrière, qui lui s'ouvre largement sur le parc qui est derrière. Et derrière le café, vous avez encore des marches. Et là, vous commencez à pratiquer l'espace vertical sous la verrière. Donc, parfois, ce sont des pas, parfois, ce sont des rampes, parfois, c'est un escalier dont les marches sont en métal ancrées,
directement dans le voile béton, sans rien d'autre, avec un garde-corps, juste un tube de métal, avec le verre suspendu en dessous. Et pourquoi j'ai fait ce garde-corps? Parce que c'est le garde-corps qui tourne tout autour de l'espace en montant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il montait à 30 mètres de haut. Et parce que beaucoup de gens ont vertige. Donc parfois on passe sur des espaces qui ne sont pas très très larges. Il faut monter là-haut. Donc il fallait donner l'impression qu'ils soient sécurisés. Donc au lieu de faire un garde-corps en verre, comme d'habitude où il est accroché en bas et le verre est en haut, j'ai fait l'inverse. Et donc j'ai accroché dans la main courante, qui est très large, très épaisse, qui fait 12 cm, le verre en suspendant. 1 an et demi pour obtenir le bureau de contrôle d'avoir l'autorisation de faire ça. Comme c'était une discussion longue. Et ça permet aux gens d'avoir le garde-corps, la barre à l'endroit de la zone, en quelque sorte, et de se sentir protégé par rapport à l'espace du vide qu'on longe. Voilà. Et on monte. Et on monte. Et ça, les expositions sont très simples. Toujours prêtes, comme un robe, blanche, avec des ouvertures pour les façades est et nord sur l'extérieur, sur le parc, qui peuvent être que fermées, mais qui ne sont pas des lumières dérangeantes pour les expositions. Et tout en haut, une fois qu'on est à 30 mètres de haut et qu'on va vers l'administration. Donc on a la perception de la totalité du vide, de 30 mètres jusqu'en bas. Les toilettes, jamais. C'est marqué que c'est une toilette, parce que quand on rentre dedans, c'est écrit, avec la lumière. Et là encore, un jeu sur le miroir. Et cette fois-ci, c'est une cloison ondulée qui est recouverte de miroir et qui sépare la partie homme et la partie femme. Ce qui fait que lorsque vous regardez dans un miroir, vous n'avez pas votre corps qui est la même. C'est un jeu de représentation, puisque vous êtes soit selon que le verre, le miroir est concave ou convexe, vous paraissez plus large ou plus mince, mais jamais faux. Donc c'est une représentation de vous-même qui est perturbée dans les toilettes. Et le soir, ce qu'on voyait de l'extérieur comme un monolithe fermé, en fait ça s'ouvre par en dessous, puisque la lumière est en dessous, et on éclaire l'auditorium sans éclairer dehors, et ça devient une lanterne dans l'espace. C'est le triple auditorium et la partie haute devient totalement noire. Ici, on est en Chine, dans un concours pour un musée d'archéologie, et paléontologie, pour ce qu'on appelait autrefois l'homme, qui s'appelle toujours l'homme de l'Ancan, qui était cet homme, avec cet homme de l'Ancan qui est de je ne sais plus combien de millions d'années. Ils ont découvert, il va falloir se c'est ça qu'il faut faire. Cet Homo erectus qui vivait dans les montagnes derrière, que l'on aperçoit dans la fameuse image que je vous ai donnée. C'est de repasser tout à toute vitesse. Pour ceux qui viennent d'arriver ici, un rapide snapshot de la conférence photographique. Voilà. Allez, encore. Donc vous voyez qu'il y a des montagnes derrière, et quand je suis allée là-bas, c'est gigantesque, et on avait le droit de s'installer où on voulait. Donc on est rentré dans les grottes où ils avaient découvert l'Homo erectus, les crânes, les objets, les os. Je mélange l'anglais et le français, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez imaginer que lorsque vous rentrez dans ces grottes, vous savez que vous marchez sur la surface que l'Homo erectus a pratiquée. Donc vous marchez sur ces traces, sur ces pas. Parce qu'il y a ces os qui sont là. C'est l'endroit où il était. Il a été enterré, peut-être. Donc ça m'a un peu retourné, un petit peu, ça m'a ému tout ça. Et donc j'ai décidé, moi, d'attacher le musée à la montagne et de faire sortir le musée de la montagne. Parce que c'est pour lui, donc c'était un couple, un homme et une femme. Et donc c'est pour lui qu'on travaille. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord travaillé avec les lignes de niveau, les courbes de niveau de la montagne. Regardez comment on pouvait les faire bouger en dessin, monter et descendre, jusqu'à ce qu'on fabrique une petite maquette en papier, que vous voyez là, qui est devenu ça. Un musée qui sort de la montagne, qui reprend les courbes de niveau de la montagne, qui s'installe devant et sur lequel le paysage vient reconstituer la suite, la continuité avec la montagne. Et c'est 20 000 mètres carrés de cette exposition. Quand j'ai fait le concours, ils ne savaient pas encore trop ce qu'ils allaient faire mettre dedans. Je ne sais pas si maintenant ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Et il y avait deux choses. Il y avait 7 Homo erectus. Il y avait aussi ce qu'ils appellent des pierres de lune, qui sont spécifiques de l'Ancan, et qui sont toilettées. Il y a une légende qui dit qu'un jour, ces pierres sont tombées sur la Terre, à cet endroit-là. Et ce sont des pierres particulières c'est des minéraux de multicolores. C'est assez étonnant. Et c'est pour ça que j'ai gardé le en rouge pour en faire un auditorium qui sortait de ces bouts de niveau. Donc voilà la façon dont le paysage remonte sur le musée.
le musée lui-même. Et à l'intérieur, un grand atrium, pas très grand, parce qu'il y avait beaucoup de surface même, avec qui sépare les deux parties du musée, avec à nouveau une promenade. Et cette fois-ci, la promenade, comme on parle en millions de personnes qui viennent visiter, en dizaines de milliers, ce sont des escalators qui franchissent le vide de cet atrium. Et cet atrium n'est pas une surface, il n'est pas un vide, qui est toujours le même. D'un étage à l'autre, il se déplace légèrement, il se déforme. Donc ce qui fait que, en fait, les personnes, quand elles vont monter, par exemple, cet escalator, vont aller prendre celui-là, elles passent par là, mais elles tournent autour de l'atrium. Puis elles prennent de là, et pour le deuxième, elles il arrive là. Donc il faut à nouveau tourner autour de l'atrium. Et pourquoi tourner autour de l'atrium? Parce que, comme ce sont des expositions de part et d'autre, je voulais que les personnes qui montent en prenant ces escalators découvrent au fur et à mesure ce qu'il y avait de part et d'autre à visiter, qu'elles aient le choix, qu'elles aient la possibilité de la promenade pour choisir vers quoi elles voulaient aller et qu'est-ce qu'elles voulaient visiter. Voilà. Et en haut, il y a la petite verrière. Maintenant, on fait des bureaux. Donc ça, c'est le siège de J.M. Evans à Lyon, qui est sur la Confluence. Donc voilà la Confluence. Vous avez certainement entendu parler du musée des Confluences de Wolf-Trist, qui est un monstre à l'entrée de la ville, que maintenant tous les taxis connaissent. On a toujours le point de vue des taxis lorsqu'on arrive en taxi à Lyon, parce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas. Et donc toute la berge ici appartient à VNF, Voies navigables de France. Et donc ils ont organisé un concours en 2005 pour créer des pavillons. Et moi j'ai gagné et décidé de mettre le mien en bout. Et le mien est un immeuble de bureau, qui au début est un immeuble de bureau dont on ne connaissait pas le propriétaire, et qui a été acheté en 2009 par GLP pour en faire son siège. Donc pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a deux grands ponts roulants comme ça qui sont restés sur le site. Parce que cet endroit, c'était l'ancien port industriel de Lyon, plein cœur de ville, avec du transbordement entre la Saône et le quai pour aller vers la ville. Donc ils ont gardé les ponts de transbordement. Et donc j'ai voulu faire référence à ça en fabriquant un bâtiment dont la partie supérieure est en porte-à-faux. C'est une boîte. Mon site, normalement, était comme les boîtes à côté. Mais j'ai décidé de faire pivoter la partie supérieure pour la ramener au-dessus du quai, pour la ramener jusqu'au bord. Voilà. Mon site est là. Et j'ai décidé de prendre toute la partie supérieure et de la faire pivoter pour la ramener au-dessus du quai, jusqu'à la rivière, jusqu'au fleuve, d'avoir toute cette partie-là en porte-à-faux. Ça, c'est 24 mètres de porte-à-faux. Et si on va jusqu'au pilote qui le soutient, c'est 28 mètres. Donc j'ai 28 mètres de porte-à-faux pour 1, 2, 3, 4, 5 planchers de bureau et de terrasse. Au-dessus, donc pour faire ça, il fallait faire une énorme structure dans le dernier étage, dans le 4e étage. C'est une gigantesque structure périphérique avec une croix de métal, et une gigantesque croix de métal avec 3 pylônes au centre de l'atrium. Et quand j'ai fait pivoter l'atrium est ressorti dehors. Donc voilà la construction. Donc on a d'abord construit le sous-sol, puis ensuite le charpentier a commencé à construire. On a construit le poteau ici, la colonne ici en béton, qui est la seule partie béton de tout le bâtiment, dans lequel il y a les sanitaires et toutes les gaines d'irrigation dans le bureau. Et puis on a fait venir par bateau les 3 grandes poutres qui sont les poteaux du bâtiment. Et on a commencé à monter ces structures. Puis ces petites suspentes-là ont accroché petit à petit les planchers en descendant. Donc on a construit la tête à l'envers. On a construit du haut vers le bas. Voilà. Et vous voyez que les grandes poutres centrales sont très fortes. Regardez la personne là et regardez la taille de ça. C'est 5,50 m à 6 mètres pour les parties centrales. Voilà. Et donc voilà la réalisation dans l'autre sens. Vous voyez le porte-à-faux et vous voyez la partie de l'atrium qui est sortie sur le quai. Et puis une partie qui est restée, qui est la partie publique, qui est la partie plus publique effectivement du bâtiment. Ça c'est la partie bleue. Maintenant on va rentrer. La façade, c'est comme c'était un bloc de verre, dans un espace qui n'a pas d'ombre reportée par d'autres bâtiments. J'ai décidé de traiter le verre et de travailler avec le verre pour faire la protection du bâtiment à l'intérieur. Il fallait travailler dès le début du concours, il fallait travailler avec un artiste, donc j'ai appelé Felice Barini, qui est un artiste suisse qui vit à Paris, que je connais depuis longtemps, et avec qui travaille généralement sur l'idée de perspective. Et donc je lui ai demandé de travailler, je lui ai dit voilà, je te donne mes façades, et tu fais ce que tu veux. Mais tu perturbes la lecture de mes façades. Il m'a dit, excuse-moi, je fais ce que je voudrais. Tu fais ce que tu veux, t'es l'artiste. Donc il m'a apporté un projet qui consistait à prendre des photos d'un point virtuel au-dessus du bâtiment, dans les 4 directions, vers les 4 directions autour du bâtiment,
en me disant, voilà, l'architecture est arrogante par rapport au paysage, puisqu'elle cache le paysage, elle fait disparaître le paysage qui était là avant. Et donc, je vais te reconstituer le paysage sur des façades. Et donc, c'est la façade qui va se mettre à cacher le bâtiment. Donc, c'est pour ça que lorsque vous voyez ça, non, vous ne voyez pas bien. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Ici, vous apercevez le pont qui est derrière. Là, vous apercevez, oui, le pont. Voilà. Et puis, sur toutes les façades, vous voyez ce qui est d'au-delà. Et tout ça, c'est dans le premier film feuilleté, le premier verre feuilleté de l'extérieur, à l'extérieur du ballon. Donc, la façade est constituée de 3 verres, de 3 couches de verre. La première, c'est le verre feuilleté extérieur. Il y a un vide de 20 cm, et ensuite, il y a un double vitrage qui, lui, peut s'ouvrir, parce qu'on fait passer tout l'air du bâtiment par cette façade, par l'intérieur de ce vide dans les façades, pour pouvoir récupérer l'air chaud, l'aspirer dans la verticalité, l'extraire et le ramener dans des centrales qui le réinjectent le matin. Et en même temps, le film de la photo protège la trop grande luminosité intérieure. Donc vous voyez que vous voyez la personne, vous voyez la hauteur, c'est cette mètres ici. La partie vitrée, on voit au travers, on voit tout le bâtiment. Et à l'intérieur, il y a ces gigantesques structures dans l'intérieur qui vont servir à porter le bâtiment, mais en même temps, c'est l'opportunité de créer un escalier, d'y mettre les ascenseurs, et d'avoir toute la promenade dans le bâtiment, toute la distribution du bâtiment qui est offerte à l'intérieur, et tout le reste est ouvert en open space. Tout autour. À cette occasion, on a aussi construit une lampe. Je vous avais parlé des javelots que j'avais fait pour Laurent. Voilà les lampes que j'ai fait pour le GLS, qui sont des. Parce que quand mon bâtiment, il fallait le traiter, comme je vous disais, de façon le plus facile, le plus aisée possible par rapport au climat. Donc, j'avais pas, comme je suis une bonne élève, que le client ne voulait pas de cloisonnerie pas de mur, et il fallait, j'avais pas de possibilité de faire de l'inertie. Donc la seule inertie que j'ai, ce sont les dalles de plancher. Et donc il n'était pas question de. On doit garder, les faux planchers, puisqu'il faut toute l'irrigation des bureaux se fait par les faux planchers. Et j'ai supprimé les faux plafonds pour pouvoir faire en sorte que la chaleur qui monte dans la journée se mette dans l'inertie de la dalle béton. Et dans la dalle béton, on a des tuyaux d'eau qui circulent, qui se chargent en chaleur et qui circulent pour repartir et être traités et réinjectés le matin. Donc, tout ça, une fois qu'on a fait ça, en fait, on est face à 2 problèmes. Dans un immeuble de bureau, on doit résoudre des problèmes acoustiques et des problèmes de lumière. Donc, j'ai imaginé une lampe qui était un panneau acoustique avec une lampe en dessous, 2 lampes en dessous selon la forme, et qui permettait d'absorber, de faire l'absorption par en dessous et par au-dessus. Et donc j'ai envoyé ça chez le fabricant avec qui j'avais travaillé pour le Macron, qui m'a dit mais ça marche très très bien, acoustiquement c'est formidable, et c'est devenu un produit du marché. C'est ce pétale, qui ont 3 formes différentes, des ronds, des ovales et des triangles, qui s'appellent des pétales, et qui flottent et qui se vendent très très bien. Donc, comment régler un problème d'acoustique de lumière dans des murs et dans des gares? Les toilettes, évidemment, elles sont rouges, elles sont ouvertes sur l'extérieur. Et la particularité, c'est qu'on a un lavabo entre les hommes et les femmes qui est séparé par une cloison translucide mais qui devient transparente en bas, et vous pouvez vous serrer la main à travers le lavabo. Alors, en dessous, lorsque vous faites plutôt ça. Ils communiquent un peu. Ici, c'est le cargo, un autre immeuble de bureau que j'ai fait à Paris. Vous n'avez peut-être pas connu ça parce que vous êtes trop jeune. Ce sont les grands entrepôts McDonald's qui a été construit dans les années 60, qui avait un rez-de-chaussée et 2 étages d'entrepôts, avec un parking en dessous, même, je crois qu'il y avait un stationnement en dessous. Donc la ville de Paris l'a acquis à la fin des années 2000 et a décidé de le transformer. Ils ont fait un concours, c'est Rem Koolhaas qui a gagné la transformation des entrepôts pour y construire au rez-de-chaussée, de transformer tout le rez-de-chaussée en centre commercial et en commerce, au-dessus, et de construire, ils ont fait les études. Ils ont découvert que cette structure en béton gigantesque, en fait, était suffisamment solide pour construire 6 étages au-dessus. Donc, ils ont décidé de faire des immeubles dessus. En jaune, tous des immeubles de logement. En bleu, des immeubles de bureaux. Et là, un incubateur de start-up du multimédia. Et après, de démolir et de faire un concours pour faire des écoles et des centres de sport. Et de construire en dessous 2 niveaux de parking. Donc c'est un gigantesque travail qui a été fait là. Donc après ça, ils ont désigné les architectes. Moi, j'étais désignée sur l'incubateur de start-up, de multimédia. Donc une fois que je me suis retrouvée là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je signifie un peu ce que mon bâtiment qui n'était pas un immeuble de bureau normal. Donc on avait une contrainte, parce que Rem Koolhaas m'avait donné comme contrainte. La seule contrainte qu'il y avait, c'était de dire, voilà, je voudrais qu'en bas, ce soit cristal,
Là, les entrepôts, c'est minéral. Au-dessus, en retrait, obligatoirement cristal, et au-dessus, minéral. C'est tout ce qu'il y a. Donc je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire minéral? Je ne sais pas. Donc j'ai décidé, puisque j'avais des startups de multimédia, de faire des bulles. Et donc de faire des bulles sur une surface blanche sur la partie sud, et des bulles sur une surface noire dans la partie nord. Et entre les deux, parce que j'avais, du fait de cet équipement qui arrivait sur le côté pignon, et sur le pignon, de jouer du noir et blanc. Donc faire le jeu pop art. Pop art, exactement. Et donc, à partir du moment où on a fait ça, j'ai dit, ben voilà, le mot d'ordre du bâtiment, maintenant, quand on va le faire et le développer, ce sera tout uniquement noir et blanc. Sauf les salles de réunion qui seront rouges. Donc voilà, on rentre dans le bâtiment avec un hall qui est noir et blanc. Et au-dessus, une bulle. Une salle de réunion suspendue au-dessus du hall. À l'arrière du hall, ici, derrière, on a un second hall avec une bulle dans un espace qui est noir et blanc. Quand on monte et on rentre dans les bulles, par des escaliers et des passerelles, et à l'intérieur, on est dans une bulle, c'est une salle de réunion. On a une moquette qui a été redessinée avec des bulles. On a une table de réunion qui n'est pas une table de réunion carrée, parce qu'on est dans une bulle, on peut faire un carré. Et en même temps, en faisant cette forme-là, ça permet aux gens qui s'installent autour de s'installer comme ils veulent. N'oubliez pas que c'était créatif normalement. Et puis quand vous montez dans les étages, les arrivées d'ascenseurs sont noires et blancs. Les ascenseurs à l'intérieur sont noirs ou blancs. Et selon le programme, celui-là, quand vous appuyez, vous avez un noir ou un blanc qui arrive. À l'arrière, à chaque palier, vous avez des espaces de travail où on peut s'installer avec le wifi et travailler comme ça. Et chaque siège est loué, c'est noir et blanc. Et les bulles en haut, ça vous donne ça comme vue sur la ville, parce que c'est plus haut que la ville. Et les toilettes sont en couleur. Chaque étage a une couleur différente. Donc s'ils ont oublié dans quel étage ils étaient, quand ils rentrent dans les toilettes, ils savent dans quel étage ils sont. Ça, c'est le dernier immeuble qu'on a livré à Paris il y a 2 ans. Avant, maintenant, c'est un immeuble coincé comme vous voyez, entre les rames de train qui arrivent de la gare Saint-Lazare et un autre pont qui est ici derrière. Ça, c'est le tribunal fait par Renzo Piano. Et on a à nouveau une voie derrière qui vient derrière ce bâtiment, ils ont construit un nouveau pont et donc on est coincé entre les deux ponts. Le pont des voies de chemin de fer et le pont ici. Et on est un bâtiment qui descend jusqu'au boulevard Berthier en dessous. Donc on avait des réglementations urbanistes qui dépendaient à la fois du boulevard Berthier et à la fois de cette nouvelle voie. Et mon idée a été de faire un immeuble de bureau, parce que c'est un immeuble de bureau de 16 000 m², qui était divisé en blocs, chaque bloc permettant de faire des plateaux d'environ 350 à 400 m², séparés par des grands blocs de verre, qui sont des jardins d'hiver dans lesquels on met toutes les circulations. Et les façades sont recouvertes, à l'ouest, ici sur la voie, de volets qui sont noirs et blancs quand ils se plient, et qui permettent, quand on prend le train, d'avoir peut-être parfois de voir que des volets noirs, et quand on revient, on n'a que des volets blancs ou l'inverse. Ça dépend. Côté sud, on descend jusqu'au boulevard Berthier, et on descend en étant devant l'emplacement d'un garage, parce qu'on a 350 places enterrées en dessous, sur 3 niveaux et à ces niveaux-là, derrière, mais je ne voulais pas mettre le parking visible sur la rue. Donc on a fait des salles ici, il y a un rez-de-chaussée avec des bureaux, pour avoir la possibilité de faire des espaces collectifs, des espaces différents pour les individus. Et ici, le tunnel ici sous le pont donne accès, c'est l'arrivée des fourgonnettes de la police qui sont un bâtiment derrière ici qui amène les prisonniers et les contrevenants, si je puis dire, c'est un tunnel très très sécurisé pour aller vers notre palais de justice. Et nous, on a rentré notre parking ici. Donc imaginez la contrainte qu'on a eue ici. Ça, c'est une façade plein sud, donc elle a des lames horizontales pour pouvoir protéger la façade du sud. Et on a la partie haute, parce que lorsque j'avais commencé le concours, j'avais été voir sur le boulevard, j'avais été promener sur le boulevard, j'avais découvert que comme le boulevard fait une courbe, en fait, la position de la tête du bâtiment était vraiment comme si par endroits, sur l'endroit, le centre dans lequel on arrivait, on avait l'impression que la tête pouvait être sur le pont. Donc elle était vraiment dans le boulevard. Donc c'est pour ça qu'on a fait twister la forme de la tête pour pouvoir donner des façades dans les 3 directions. Donc cette tête, on a construit en structure mixte, poteau métal et plancher bois béton. Ce sont des grandes poutres sur lesquelles on fait des dalles de compression et qui sont séparées les unes des autres, qui permettent et qui sont en porte-à-faux sur les extrémités et qui permettent de faire passer toutes les gaines à l'intérieur entre les lames de bois, entre les poutres en bois,
ce qui fait que rien ne va dépasser sous les coupes de bois. Ce qui fait que le plafond est en bois, dans les bureaux, mais toute l'irrigation se fait par la périphérie. Par l'arrivée, toutes les arrivées se font par la périphérie, viennent irriguer le plateau qui fait 20 mètres de profondeur, quand même très épais, entre les poutres en bois. Et tout ça, toute la partie est en porte-à-faux encore une fois de plus, parce que le touriste a fait que les dates sont sorties de la structure. À l'intérieur, voilà un plateau de bureau, par exemple, où on a les volets qui sont fermés. Par exemple, on a les pétales qui sont suspendus, parce que ça nous permet d'avoir l'acoustique très réglée. Quand ils sont habités, ils sont comme ça c'est une image, parce que je n'ai pas fait de photo depuis qu'ils sont rentrés dedans, donc apparemment, ce qu'ils ont fait dedans, c'est pas terrible, donc je ne sais pas. Et ça, c'est les cages d'escalier, qui sont, elles, ça va trop vite. Il y a plus vite que moi, notre ordinateur. Donc ça, ce sont les cages d'escalier qui sont en bois, en structure métallique et marche en bois, qui sont avec une verrière au-dessus et des façades vitrées, qui sont avec des cellules photovoltaïques et des sérigraphies sur les cas, qui ponctuent, qui font comme une gigantesque installation dans l'espace, qui donnent des lumières en fonction du soleil, qui se transforment, et qui sont traitées naturellement par les parois de béton latéral, qui sont chauffées, et la ventilation et l'extraction de l'air se fait en partie haute avec une entrée d'air en partie basse des verrières. Pour ventiler totalement ces jardins d'hiver. À l'arrière, au bout du bâtiment, on a un porte-à-faux, on a une sorte de partie vidée, sous lequel on a le rangement des vélos et le pignon des rouges. Voilà, nous sommes à Barcelone, où j'ai construit une tour. Voilà, on est dans le quartier au bout de diagonale, c'est pour ceux qui sont allés à Barcelone. Là où il y a au bout ici, il y a le centre du congrès fait par la zone de Moulin. Ça, c'est la fin de diagonale, parce qu'ici, on est à diagonale 0. Il existait ici, depuis très longtemps, une tour qui n'avait pas été finie, qui était juste une structure en béton qui était squattée, qui a souvent été squattée, qui était abandonnée depuis plus de 10 ans, 15 ans. Donc, un fonds de pension mixte, luxembourgeois et américain l'a acheté. Ils ont décidé de le transformer en bureau, en habitation, enfin une tour d'habitation. Donc, il a fallu, la contrainte a été il y avait ici derrière, ça c'est l'angle que vous voyez tout à l'heure, on avait derrière ici un petit volume de construction et ils voulaient monter à 100 mètres pour être à la même hauteur que le voisin. Donc il a fallu on a démoli le bâtiment derrière, le volume derrière, et tous les planchers, on les a posés au-dessus de la tour existante, au-dessus de la structure. On a rajouté jusqu'à 15 planchers, 12 planchers ou 6 planchers sur l'endroit où on était. On avait aussi la possibilité dans la réglementation de s'étendre, d'élargir la surface de la tour. Comme on faisait des immeubles d'habitation, le client a demandé à ce qu'on fasse des balcons. Donc on avait l'opportunité de faire des choses très très grandes autour. Donc imaginez sur une structure qui avait plus de 12 ans, en béton, laisser le vide et laisser à l'air, retravailler la structure. Donc il a fallu renforcer complètement cette structure pour pouvoir poser ces planchers au-dessus. Ça veut dire qu'on a injecté dans les fondations en dessous d'autres fondations, parce qu'on ne pouvait pas créer de nouvelles fondations, parce qu'en dessous de la tour, il y a le parking de l'hôtel qui est nettoyé. Donc il fallait passer au travers des fondations existantes, en faisant passer des micro-pieux à l'intérieur, et pour pouvoir solidifier le système. Il a fallu renforcer tous les planchers, également par des couches, rajouter dessus extrêmement fines et solides, pour pouvoir rajouter les balcons. Et je dis extrêmement fines, parce que la hauteur de plancher à plancher n'était pas très haute, et le client voulait garder un maximum de hauteur, parce qu'on n'avait que 2,90 m, et comme on allait devoir rajouter des épaisseurs, il ne voulait pas qu'on descende en dessous de 2,70 m avec l'appartement. Donc voilà, la tour maintenant est finie depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est une tour que l'on a voulu, dans laquelle c'est un volume qui n'est pas très très élégant, qui est un peu massif. Donc pour pouvoir donner de l'élégance, on a traité des balcons tout autour qui ne sont pas réguliers, qui ondulent d'une façon très particulière, de façon à pouvoir donner l'impression qu'ils se rétrécissent dans l'ondulation en creux, se rétrécit en montant pour donner l'impression qu'elle est plus haute. Et lui donner des lancements à cette tour. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que les balcons ne sont pas réguliers puisqu'ils bougent. Et ça donne de l'élancement à la tour. Et la partie haute est rouge, parce qu'à Barcelone, le rouge c'est des roses, c'est Gaudi, c'est tout le monde, c'est le rouge parce que c'est Barcelone. Ça a arrangé. À l'intérieur, donc le hall est un grand hall sur lequel on a démoli 2 étages, 2 premiers étages de la tour, et on a fait un hall de 10 mètres de haut, très étroit et très haut, dans lequel j'ai créé avec les javelots de robe un chandelier, parce que vous avez l'impression qu'il est plus grand parce que le plafond est entièrement miroir.
Donc quand vous êtes dans ce hall qui fait déjà 10 mètres de haut, vous avez l'impression que vous avez 20 mètres de haut, parce que tout ce qui est dedans se réfléchit et se double. Et quand vous regardez au-dessus, vous voyez en haut, vous voyez au-dessus. Le mur ici est un mur en lac, et vraiment un lac traditionnel, qui a été fait par des Français qui sont installés dans le fond de Saint-Honoré, dans la rue Saint-Salvat, dans le 11e, et qui sont des gens qui travaillent sur la restauration des lacs traditionnels depuis le XVIIIe siècle, et qui fabriquent des toiles sur lesquelles ils font leur lac en couches de tampons, où il y a 10-12 couches de lac dessus, qui roulent la toile et l'emballent avec la colle. C'est impressionnant. Donc je les ai découverts par hasard, et donc parce que je cherchais les enfants de la lac, et je les ai découverts, ils sont 100 mètres de mon bureau. Et le hall, le soir, on a fait des fauteuils, évidemment, qui sont des fauteuils en bois, laqués, qui sont twistés, qui sont particuliers. On a un grand mur végétal qui rentre dans tout, qui fait toute la profondeur du hall, qui ressort dans le jardin derrière. Au sous-sol, on a ce qu'on appelle les amenities, c'est-à-dire tous les services de bien-être pour l'immeuble, pour les personnes qui vous attendent. Donc, à nouveau, là, on est dans le sous-sol, on a un grand mur végétal qui est éclairé par une lame de lumière qui descend naturellement du jardin, plus de l'éclairage. On a une grande salle de sport, et là, on a une yoga, une salle de yoga. Alors, je ne sais pas si c'est celle qui vient derrière. Si, voilà. La salle de yoga en bois est un objet qui ressort dans le jardin, dans lequel on peut venir faire du sport, tranquillement, pour méditer, pour faire ce qu'on veut. Ils ont de la chance. Il y a une piscine au sous-sol aussi. Et cette piscine, on l'a installée sous la rampe du parking. Donc la rampe du parking, vous ne la voyez pas, mais elle descend ici. Ici, entre l'eau et le plafond, c'est 1,50 m. On a mis un grand mur, on a fait toute la surface en miroir. Et donc vous avez l'impression qu'il y a des reflets à l'infini, on peut faire des photos incroyables dans cette piscine, parce que la réflexion mutuelle entre l'eau et le miroir est impressionnante. Et quand vous nagez et vous voyez au-dessus en train de nager. Juste pour le faire. Il y a un toit, il y a un rooftop. Et le rooftop, quand on arrive en haut à 100 mètres, il y a une nouvelle piscine, qui est comme elle est en infini poule, et elle est en continuité avec la mer. Ici, dans le fond, ce que vous voyez, c'est la mer. Elle est gigantesque, elle fait tout le tour du toit. Les appartements sont parfois en duplex, en partie haute. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très cher. On a fait un restaurant en bas, qui s'appelle le Grand Café Rouge, qui est tenu par un chef français, qui est à Barcelone depuis longtemps, qui a 12 restaurants dans le monde, mais dont un restaurant une étoile, et qui a décidé de prendre ce restaurant, qui est donc un endroit dans lequel on est aussi à 10 mètres de hauteur, dans lequel on a tout dessiné, les chaises, les tables, etc. Et on a créé, alors qu'on n'avait pas le droit de faire un plancher intermédiaire, on a fait tourner, on a plein de motos à l'intérieur. J'ai décidé, il m'a demandé de faire un grand bar, donc on a fait un long bar de 15 mètres de long, qui se termine en montant autour d'un poteau pour fabriquer une mezzanine au-dessus. Et on a, bon, je ne vous montre pas tout parce que c'est trop de photos. Et donc le plafond est dans le miroir. Vous voyez là dans le miroir les lampes qu'on a créées. On a fait des chandeliers gigantesques qui sont faits de plein d'objets, que ce soit des tubes de lumière, des tubes d'inox éclairés par en bas, des plaques en mousse de polystyrène qui sont absorbantes pour l'acoustique, et des plaques et des bulles, et puis plein de choses, et ça fait des grands miroirs en 3 dimensions, en espace, qui font 6 mètres de long. C'est gigantesque. Voilà. Et les toilettes, évidemment, sont particulières. Noires, avec une bouche qui serait faite dans un mur miroir, qui est rouge. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, une toute petite chose. Une résidence d'artiste à côté de Grenoble. À Grenoble, il y a une collectionneuse qui habite dans ce petit château, le petit manoir, au-dessus du golfe, et qui avait décidé de créer une résidence d'artiste. Donc quand je suis allée la voir, parce qu'elle m'avait appelé, elle avait appelé plusieurs architectes que j'ai su après. Elle m'a montré la douve au pied de son jardin, de son parc. Et c'est là qu'elle voulait mettre les artistes, qu'elle ne voulait pas qu'il la dérange au-dessus, elle qui était au-dessus. Donc quand j'ai vu ça et que j'ai vu ce qu'on avait en face comme paysage, malgré la présence des arbres qui descendent sur le golfe, je me suis dit qu'il fallait quand même donner aux artistes la possibilité d'avoir la vue sur le paysage. Donc j'ai décidé de faire un monolithe noir, pour ne pas la déranger, en bois, de tout construire en bois. Tout est en bois là-dessus. C'est structure bois, construction bois. Pour un monolithe noir depuis chez elle, de façon que ça ne la dérange pas, qui a été twisté pour attraper le plus de lumière possible à l'intérieur de l'espace,
pour les parties d'habitation. Le workshop, l'atelier est en bas. Ça, c'est un séjour, ça, c'est une chambre, et en haut. Voilà. À l'intérieur, c'est l'atelier. Avec un poêle. Il n'y a que 2 poêles dans la maison. Je fais toute la tout l'espace. Un escalier qui monte. Et au-dessus, un belvédère. Pour avoir la vue sur la vallée du Grenoble et sur les attentats. Ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans que ça existe. Il y a eu 2 artistes par an et elle a fait une exposition l'année dernière à Paris, avec tous les artistes qui sont passés là. Ça, c'est une maison qui est toute en verre, en Bretagne. J'ai un Anglais, qui est un industriel anglais, qui travaille sur le verre et métal, qui est venu me voir un jour et qui m'a dit qu'il perdait la vue. Qu'il voulait se trouver au bord de mer, quelque part en France, se construire une maison tout en verre, parce qu'il voulait avoir le maximum de lumière, une lumière le plus homogène possible, dans sa maison. Et donc on a décidé, on lui a proposé de lui faire une maison tout en verre. Donc c'est un parallélépipède basculé, percé par 2 volumes noirs. Ça c'est du blanc, c'est du vert. Donc ce sont deux doubles vitrages, séparés par un fil. Dans les doubles vitrages, il y a une injection. C'est pas une injection. Au début, il voulait faire des nanogènes, mais il n'a pas réussi. Et donc, à la fin, c'était une espèce de textile qui est mis dedans dans le double vitrage, de façon à ce que l'isolation soit parfaite, et ce qui fait que la lumière est homogène à l'intérieur. Et là, donc on ne voit rien depuis l'intérieur de la maison, sauf par les petites fenêtres qui sont là parfois. Tout est translucide. Il y a les 2 grands volumes de noirs qui sont les cuisines et les salles de bain. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, voilà. À l'intérieur, on est dans un volume blanc. Et quand on rentre dedans, ce qui est très impressionnant, c'est que partout, vous avez la même lumière, la même nuance de lumière, la même qualité de lumière. C'est une lumière continue. Vous avez l'impression d'être dans un cocon. Ils aiment beaucoup. Voilà les petites fenêtres qu'on lui a mis quand même pour regarder dehors. Voilà. Un peu de mobilier, je vous ai dit que l'architecture de mobilier. Moi j'en fais depuis les années 2000, ça fait plus de 20 ans que je fais du mobilier. Donc ça c'était un concours que j'avais gagné pour la cabine téléphonique de l'UNESCO. Et le directeur de l'UNESCO a dit mais c'est bien parce que cet architecte ne propose pas de changer la cabine, je proposais simplement de changer le support, parce que c'est des oranges en plastique des années 50, parce que je ne sais pas si vous avez été visiter l'UNESCO, le siège de l'UNESCO à Paris, c'est pas l'impression, il faut vraiment que vous alliez voir. C'est un bâtiment extra. Je ne le connaissais pas moi non plus quand j'ai fait. Voilà, donc je suis aussi foutive que vous. C'est un bâtiment extraordinaire construit par Marcel Breuillard, l'architecte, et Pierre-Luigi Nerville, l'ingénieur. Et ils ont fait dans ce bâtiment, dans les années 50, un bâtiment dans lequel le béton est voluptueux, absolument incroyable. C'est toutes les expérimentations sur le béton, avec les coffrages, avec les formes, etc. Vous avez des gigantesques auvents au-dessus des portes d'entrée qui font 15 mètres de surface, et qui sont tenus juste par 2 petites pattes et qui sont en porte-à-faux, et qui ne sont pas attachés à la façade. Vous avez le grand hall des conférences dans lequel j'installe mon mobilier, qui sont des poteaux, qui ont des poteaux de 15 mètres de haut, qui commencent parfois rond, qui se transforment en ovale et qui finissent triangulaire. C'est incroyable. Et quand vous allez dans la grande salle des conférences de l'UNESCO, c'est comme si vous rentriez sous une jupe de Issey Miyake Pictis, mais en béton. Donc c'est incroyable. Allez visiter ce bâtiment. Donc, à ma grande honte, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Et à l'intérieur de ça, il y a des œuvres d'art de tous les artistes de l'époque. Il y a un Picasso, il y a un Miro, il y a un Tapiès, il y a Le Corbusier, il y a tout le monde. Ils ont invité tous les grands artistes de l'époque à venir faire des œuvres pour le bâtiment. Donc dans le hall des conférences pour lequel on m'a demandé après de faire du mobilier, on m'a demandé de faire le comptoir. Donc le comptoir est un objet qui fait 11 mètres de long parce qu'il faut pouvoir y accueillir parfois 500 délégations. Et donc c'est un comptoir que j'ai fait en hommage à l'époque des années 50, qui était le temps héroïque du plastique. J'ai fait en résine, que je suis allée faire avec un petit chantier naval à 100 km de Paris, où on est allé fabriquer un moule avec lui. Alors à l'époque, on ne faisait pas de la 3D. En 2000, la 3D était encore balbutiante. Je ne sais pas si vous savez, mais ce n'était pas totalement efficace tout ça. L'impression 3D, ça n'existait pas. Donc en fait, on a travaillé avec des coupes, avec des dessins en coupe, parce que lui-même ne savait travailler en coupe. Donc on lui a fait toutes les coupes de l'objet, et il les a réalisées pour fabriquer un moule, sur lequel il a appliqué de la résine, et qu'il a posé sur une remorque, et qu'il a amené à une nuit, et qu'on a fait rentrer dans l'UNESCO, comme ça, sur des roulettes, pour venir s'installer à sa place. Donc c'est un twist de résine orange. Et pourquoi orange? Parce que derrière ce comptoir, il y a derrière sur ce mur-là,
une grande fresque de 50 mètres carrés de Picasso, dans lequel, avec le directeur de l'UNESCO et ses conseils, on a choisi une des teintes et on a dit voilà, on va le faire orange. Après, il m'a demandé des fauteuils, donc plutôt que de les acheter, je lui avais proposé de les dessiner. Et donc, j'ai commencé à dessiner des fauteuils, ce dont je rêvais depuis longtemps. Et j'ai voulu revisiter un fauteuil de Pierre Paulin. Peut-être que vous avez entendu parler de ce designer, Pierre Paulin. Quelques heures, ouais. Regardez son travail. C'est un architecte, un designer, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans seulement, mais qui dans les années 60 et 70 était vraiment un designer incroyable. Et donc, beaucoup de gens ont revisité ces fauteuils. Et il y en avait un en particulier qui s'appelait The Snake, le serpent, et qui était un gigantesque canapé qui était articulé et que vous pouviez poser un petit peu sur l'articulation quand vous vouliez. Et ça se mettait dans les grands halls, dans les grands musées, il y avait ce genre de fauteuil, dans les années 70. Mais depuis, là, ils ont disparu, et je me suis dit que je vais revisiter cette idée du Snake. Mais en même temps, je rêvais de faire un fauteuil, donc j'ai décidé de fabriquer un Snake avec multi-fauteuil. Donc, on a un fauteuil, qui est juste une assise et un dossier. On a un confident, avec le dossier qui passe d'un part et d'autre, qui va permettre de tourner. Et on a une méridienne qui permet de s'allonger dessus. Et donc, si vous regardez attentivement, les côtés de chacun de ces fauteuils sont identiques. Et donc, vous pouvez les mettre côte à côte, commencer à les assembler, et commencer à faire sinuer l'ensemble des fauteuils il y a 50 fauteuils différents dans le hall. Donc, vous pouvez les assembler comme vous voulez. Et la couleur violette vient d'une très grande tapisserie de Picasso de Le Corbusier dans le même hall, qui fait 15 mètres carrés de surface. Vous avez besoin de tables, donc je leur ai proposé des tables en résine de 3 mètres de long, posées sur des petites jambes très fines, qui sont trop coniques en inox. Et toute la structure, toute la force de cette table qui fait 3 mètres de long est à l'intérieur de ça, de ce système de plis. Il y avait besoin de corbeilles à papier, donc j'ai fait plisser l'aluminium et polir pour brouiller la perception des plis. Et des cendriers, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui doivent être stockés quelque part chez eux, et qui sont aussi des plissés d'aluminium polis, de façon à ce qu'on perturbe la lecture des plis, comme les plis en béton de Breuer, énergie. Récemment, avec les fabricants avec qui on a fait ça, on a redéveloppé la table et le cendrier pour faire une table qui est polymiroir en dessous, tout en polymiroir, avec dessus un plateau noir en bois. Et le cendrier, non, la poubelle, qui devient un tableau en polymiroir également. L'outil avec qui j'ai travaillé pour le javelot, pour les lampes tétales, m'a demandé un jour de lui faire une lampe suspendue, une lampe de suspension d'1 mètre de diamètre. Et donc j'ai proposé tout le monde fait les mêmes lampes, des espèces de globes, des bouches, des choses comme ça, dans lesquelles la lumière est directe. Moi, je voulais travailler avec la lumière indirecte. Donc j'ai développé une forme sous laquelle on installe un disque, sur lequel sont posées les lumières, et la surface de la forme sert de réflecteur pour diffuser la lumière en dessous. Donc c'est une lampe indirecte, enfin une lampe qui donne la lumière indirecte. Donc c'est une lumière plus douce qui descend sur la table. Et évidemment, c'est un soleil noir. Je ne pouvais pas l'appeler Eclipse parce qu'il y a déjà une lampe dans le marché qui s'appelle Eclipse, une vieille lampe des années 60. On va l'appeler soleil noir, c'est la même chose. Et ça, c'est la traduction de la chanson de Charles Trenet, quand le soleil a rendez-vous avec la lune, évidemment. En Corée du Sud, ils ont une biennale de design, tous les je ne sais plus combien. Et ils m'ont invité un jour en 2015 à leur faire une lampe, donc je leur ai fait un caillou. J'ai pris le miroir sur le dessus et c'est là en dessous. Voilà. Un ami à moi est directeur artistique d'une coutellerie. Il s'appelle Christian Gion, c'est un designer. Et un jour, il m'appelle et il me dit Odile, est-ce que ça t'intéresserait de dessiner un couteau? Je dis bien sûr. Un couteau pliant, je dis encore plus, parce que le couteau pliant m'intéresse. Parce que je trouve qu'autrefois, j'ai toujours un couteau pliant dans mon sac. Maintenant, je ne peux plus parce que je ne vais plus prendre l'avion avec un couteau pliant. Mais beaucoup d'hommes ont un couteau pliant dans leur poche. Et le couteau pliant, pourquoi ça m'intéresse? Parce que le couteau pliant, c'est un couteau de travailleur. Si vous regardez attentivement les collections de couteaux pliants qui existent dans le monde, ce sont toujours des couteaux différents, avec des lames différentes, avec des façons de les prendre différentes, selon le travail qu'il doit effectuer. Donc il y a des milliers de formes de couteaux pliants qui dépendent du travail que le couteau pliant doit effectuer. Maintenant, on les met sur la table, etc. Celui-là, il est fait pour mettre sur la table, mais quand même. Mais quand on est architecte et qu'on travaille sur des gros objets, comment faire un couteau qui est quelque chose que vous tenez dans la main? Donc j'ai fait une maquette. J'ai pris de la pâte à modeler, donc la lame était imposée, c'est la lame de cette coutellerie Nontron.
Donc on avait fait la maquette de la lame, puis après ça j'ai pris la pâte à modeler, puis j'ai commencé à la modeler dans ma main pour voir ce que ça donnait. Et puis cette pâte à modeler, une fois que je l'avais modelée, je l'ai passée dans les mains de différentes personnes dans l'agence pour voir si tout le monde l'a trouvé confortable. Donc on l'a ajusté. Mais je ne l'ai pas dessiné. Donc je l'ai apporté à un directeur artistique qui m'a dit: mais t'as fait une maquette pour un... Je ne savais pas dessiner. Je ne sais pas comment. Donc c'est une forme particulière qu'on peut prendre dans la main, dans laquelle vous tenez très bien, et qui, dans la lame, sort. Et évidemment, ils l'ont appelé le noir. Parce que la lame est noire également. Il y a une galerie d'art, chez qui j'ai fait la chose de ballon en porte-à-faux, à côté de mon agence, qui m'avait demandé de qu'il y ait un chien. Enfin, il y avait un chien. Et donc, quand j'ai rénové sa galerie en 2007, évidemment, il a voulu apporter parce que son chien vit avec lui, enfin, vivait, il est mort il y a 2 ans, 3 ans. Et il vit avec lui toute la journée. Donc, il voulait évidemment lui apporter son panier. Imaginez ce que c'est qu'un panier de chien que vous achetez au supermarché ou dans les magasins de chiens, que vous amenez dans une galerie d'art. C'est pas très chic. Donc je dis non, pas de question. Donc je dis on va dessiner la maison de ton chien. Et donc je suis allée voir le chien. On a visité le chien. On a mesuré. Quand il est couché debout, il a mangé. Et on lui a fabriqué une boule en aluminium. Vous voyez, black et noir. J'ai trouvé une couturière dans mon quartier, enfin, pour dessiner, pour lui faire un petit matelas en tissu noir. Et donc c'est devenu Victor. Et Victor a vécu là jusqu'en 2019. Parce qu'il est décédé en 2019, il avait déjà plus de 15 ans. Et puis, en 2013, la galerie m'a dit: mais oui, je l'ai dit à ce moment-là, mais c'est formidable, parce que cette forme, on peut l'appliquer aussi bien aux humains que jusqu'aux souris. Il m'a dit: en 2013, il est temps de faire pour les souris. Donc on a fait pour les souris. La même chose. La maison pour les souris. Donc je dis toujours que si vous avez des souris, vous pouvez acheter cette maison pour vos souris. Et elles seront très bonnes. Merci. Alors, je ne sais pas qui il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est. On avait dit dans les minutes, je vais dans les minutes. Je vais essayer. Il est quelle heure 1h. Hein 1h moins le quart. Il vous reste un quart d'heure pour poser des questions. Si vous voulez, on peut discuter. Personne? Ah si, non. Il y a un micro mobile. C'est bon, vous m'entendez? Oui. J'avais une question sur le bateau que vous avez présenté en tout début. Vous parliez du pont que vous avez que vous avez fait entièrement lisse, avec tous le mobilier, tout était fixé à la structure. Mais je me demandais dans l'usage du bateau, parce que je pense qu'il y a toujours des éléments plus techniques qui sont liés, je ne connais pas les termes, mais pour l'usage du bateau qui doivent être ajoutés sur le pont. Mais la surface très lisse n'est pas comment dire, dans l'usage n'est pas problématique si avec le mouvement du bateau, pour La navigation. Oui, pour la navigation. Non, pas du tout. En fait, les bateaux avec les ponts en teck, c'est courant dans la navigation, dans les bateaux. Et là, il est très très grand, mais il y a beaucoup de bateaux pour cette taille-là. Enfin, pas beaucoup de bateaux pour cette taille-là, on avait un bateau à voile. Mais quand même, c'est tout à fait vite, parce que c'est pas totalement, c'est pas lisse, c'est toujours un petit peu rugueux le deck dans le temps. Et tous les objets sont ramassés. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il faudrait revenir au tout début. On sait faire ça? Ah, génial. Ça va revenir au tout début d'un coup, sans que j'ai besoin de tout monter. Non? Si, vous avez aussi. Non? Ah, mais il n'est pas très compétent, notre multimédia man. Si? C'est ça. Non, ça ne serait pas le cas. Bon, bref. Vous avez vu les winches qui sont ancrés sur le part et d'autre du mât, et faites attention. Le mât est attaché, on le voit, donc il y a le pied du mât, mais il n'est pas très gros, parce que tout est en dessous. Il y a les winches qui sont de part et d'autre, et tous les cordages qui servent. Alors, quand on a un winch qui fonctionne, les cordages viennent sur le pont, effectivement. Mais autrement, tout passe par les plabords du bateau, qui ont une certaine épaisseur, et tous les systèmes sont ramenés à l'arrière par les plabords du bateau. Donc il n'y a rien de visible sur le pont.
Et il y a le poste de pilotage qui est à l'arrière du bateau, qui sont deux consoles avec des grandes roues, parce qu'il y a deux roues, et qui sont, elles, des objets qui sont posés sur le pont, effectivement. Mais il y a quand même, et après ça, au-delà du mât, il y a l'obligation d'avoir le petit bateau de secours, là, le petit gonflable, enfin, ça qui fait 7 mètres quand même, qui est posé dessus sur le bateau. Et puis après, derrière, il n'y a plus rien, et après ça, on va jusqu'au bout, jusqu'à la pointe du bateau. Voilà. Vous voyez, c'est assez lisse quand même. C'est assez lisse. Alors, je dois vous dire que là, récemment, donc régulièrement maintenant, parce qu'en fait, c'est un bateau qui n'habite pas vraiment, avec le il ne faut pas vraiment de la voile. Ce ne sont pas des voileux, ce ne sont pas des gens qui font de la voile. Ce sont des gens qui habitent le bateau comme une maison de vacances. C'est dommage. Moi, à chaque fois que j'y suis allée, je leur ai demandé si on peut le mettre à la voile, et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tout ranger dans le bateau. C'est une préparation énorme, mais on l'a fait, c'est formidable. Donc en fait, c'est génial. Voilà, ça. Mais donc là, ici, ils s'installent où? Ils s'installent sur le pont. Et comme ils sont plutôt en Méditerranée, il fait très chaud. Donc ils ont régulièrement installé une espèce d'habitacle en plastique assez moche. Et donc depuis l'année dernière, on a dessiné, nous, la chose qui vient dessus, qu'on appelle le cockpit, qui est une structure en fibre de carbone pour tout le bateau, et sur lequel tout est transparent, mais en même temps il y a une fibre de carbone, il y aura un plat et un toit. Et donc on a dessiné quelque chose qui est dans l'esprit du bateau. Donc maintenant, je ne pourrais plus vous faire une photo comme ça parce que le cockpit sera fixe sur le dessus, mais c'est juste pour abriter cette partie-là, avec une table fixe également. Voilà. Mais c'est vrai qu'un jour, quand on naviguait, j'ai lâché le haut du bateau et on était au près, donc assez penché, et j'ai glissé jusqu'en bas. Voilà, donc je sais que on peut le faire. Moi, j'avais une question par rapport au bâtiment. Vous avez montré une maison que vous avez fait, un projet que vous avez fait, celle avec la moitié des murs en béton, avec des vitres noires. Le projet. C'est le FRAC, c'est pas une maison. C'est le musée du FRAC. Oui, bah, peut-être bien. Peut-être bien. C'est vrai que vous êtes une génération qui a du mal à. Vous êtes né en quelle année, monsieur? 99. Ah, juste attends. Parce que normalement, vous ne devez pas avoir la mémoire. Ceux de 2000 n'ont plus de mémoire. Je le sais parce que j'ai des étudiants. C'est pas grave, on travaille autrement. Voilà, c'est celui-là qu'on est. Exactement, oui. Le fait que les vitres et tout ça soient en noir, ça attire énormément la chaleur. Ça attire la chaleur? Oui. Au contraire, ça l'empêche de passer. C'est le blanc. Non. Ça filtre la lumière. Ce sont des doubles vitrages qui ont des couches qu'on a étudiées précisément. Et donc les couches de ce verre noir sont, qui n'est pas totalement noir, qui est à l'intérieur de vitres transparents, en fait sont étudiées pour effectivement protéger de l'ensoleillement, c'est sûr. Mais non, la thermique, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que je connais parce que moi j'ai fait mes études, c'est un bien grand mot de dire que j'ai fait des études. C'est une autre histoire, ça. Je pourrais peut-être raconter ça si vous voulez quand je parlerai d'enseignement. Je n'ai pas vraiment fait d'études d'architecture, j'ai fait des études dans la moment, on faisait des études. Bref, donc c'était le début du bioclimatisme et des panneaux solaires dans les années 70. Vous savez que ça a déjà existé cette tendance. Et donc moi j'avais des professeurs à l'école d'architecture qui nous enseignaient le bioclimatisme. Donc le bioclimatisme à l'époque c'était travailler sans technique. Donc travailler avec la circulation d'air, avec la façon de faire rentrer l'air dans un bâtiment, la façon d'éviter les échauffements, etc. De l'orientation. Donc c'est un sujet que je pratique depuis les années 70. Et je vous assure que les vitres noires là, les couches successives qu'il y a sur les deux verres, et en fait, ce que vous ne savez pas, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est que du bas en haut, c'est de plus en plus noir, donc celui-là il est vraiment noir, mais après c'est plutôt des gris sombres. Et en fait, parce que ça paraît noir parce que vous avez plus de lumière à l'extérieur dans la journée qu'à l'intérieur. Donc ça paraît noir. Et c'est pour ça que le soir, quand c'est éclairé à l'intérieur, et que à l'extérieur c'est noir, vous avez l'impression que c'est transparent. Mais c'est pas du vrai noir, sauf la couche, la ligne supérieure. Et tous les autres sont des gris sombres qui s'assombrissent petit à petit. Et c'est l'étude des couches qui sont appliquées dans le verre ou sur le verre, à l'intérieur de ce double vitrage qui filtre la chaleur et le soleil. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant.
Moi, je connais le FRAC, justement, j'y suis allée. C'est un bâtiment qui m'a beaucoup marqué quand j'étais allée visiter l'exposition des frères Bouroulec. C'est à cette occasion que j'ai découvert ce lieu. Alors, la photo est en pleine lumière. Moi, je l'ai découvert sous des trompes d'eau, un jour bien gris. Donc, effectivement, c'est une ambiance assez particulière aussi. C'est vrai, voilà. Et je suis effectivement allée aux toilettes. Je n'aurais pas parlé de ça si vous n'en aviez pas parlé vous-même tout à l'heure avec le jeu et finalement la liberté que vous offrent ces espaces peu nobles finalement dans un projet d'architecture. Enfin, C'est noble d'aller aux toilettes. non, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas la première chose. Aussi, les architectes s'attachent. Oui, mais c'est pas la première chose pour laquelle on vient vous chercher, et puis c'est pas la première chose qu'on remarque qu'il faut aller les chercher. Effectivement, et j'ai une demande, alors effectivement, je trouve fascinant d'aller toujours voir les toilettes des bâtiments d'architectes, parce qu'effectivement, en général, c'est un espace de liberté, de jeu de miroir. En revanche, il y a toujours quelque chose qui pour moi n'est pas encore développé, c'est qu'il y a toujours à peu près le même nombre de toilettes hommes et femmes. Ah, Voilà le problème. Et voilà. Et donc, toujours et que 2 fois, 3 fois, 4 fois chez les femmes, c'est dans tous les lieux publics, hein, les théâtres, les matchs aussi. Voilà. Et c'est vrai que j'en profite, vous êtes là. Il y a cette espèce de jeu ludique, mais c'est vrai que des gestes un peu plus forts seraient d'avoir 3 fois plus de toilettes pour les femmes, et voilà, vous êtes toilettes non genrées, moi j'en sais rien, mais c'est aussi des choses dont on parle plus aujourd'hui. tout à fait. Voilà, donc, Alors, vous avez parfaitement raison. Moi, de plus en plus, j'essaie de demander à ce qu'on puisse faire des toilettes non genrées d'abord. Première chose. Et c'est ce que j'ai fait au restaurant de Barcelone, où les bons clients et le chef de la famille, c'était les hommes et les femmes. Je dis non, tout le monde peut aller utiliser celle qu'elle veut. C'est pas un problème. Parce qu'autrement, ça va devenir trop compliqué. Compte tenu de la quantité de genre qui arrive. Là, donc ça va être trop compliqué. Et en même temps, mon problème, c'est que quand on fait un bâtiment, on est assujetti à 2 choses. Un bâtiment public, surtout. Même dans les immeubles de bureaux. Il faut avoir un budget, et ensuite des normes et des règles. Et les règles, déjà depuis le début où j'ai commencé à travailler, ont beaucoup évolué par rapport à la quantité de toilettes sanitaires pour les hommes ou pour les femmes. Je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, il y avait moins dans les immeubles, dans les lieux de travail, ils prévoyaient moins de toilettes pour les femmes que pour les hommes. Et on mettait toujours les sanitaires handicapés, parce qu'il n'y en avait qu'un seul, chez les femmes. Donc moi, j'ai commencé, dès que j'ai fait le premier bâtiment public, à mettre les handicapés chez les hommes, pour faire en sorte que les femmes aillent chez les hommes, et non pas à l'inverse. Et ensuite de ça, maintenant la réglementation vous fait mettre le même nombre pour les hommes que pour les femmes. Mais on n'est toujours pas au fait de la quantité de toilettes qui sont nécessaires. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir faire tout non-genré, mais aujourd'hui, dans les bâtiments publics, c'est pas autorisé. Hélas. Justement, on sait aujourd'hui que vous allez au théâtre, à n'importe quel stade, vous allez dans n'importe quel lieu, des concerts, tout ça. Évidemment, on sait, il y a des études là-dessus, justement, sur le temps et tout ça. Et vous dites, encore aujourd'hui, il faut le même nombre, on ne peut pas imposer, vous ne pouvez pas imposer 15 toilettes femmes. Non, parce qu'on a les bureaux de contrôle et les CSPS sécurité qui vous interdiront de faire. En France ou partout? Partout. En Suède, il y a des toilettes. Non-genrés, oui. Oui, mais les non-genrés maintenant arrivent de plus en plus. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut aller vers le non-genré, bien sûr. Ce qui n'empêche pas de faire des variations dans les toilettes, parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre parfois qui permettent d'éviter de prendre trop de place et puis les urinoirs pour les hommes, c'est pratique. Mais en même temps, ils n'aiment pas trop. De moins en moins, mais c'est bien. Parce qu'en même temps, il faudrait d'abord qu'ils lèvent la lunette, c'est un autre sujet. Ben oui, je suis désolée, mais il faudrait mettre la lunette automatique, parce que maintenant, c'est un peu dommage. Donc, parce que nous, quand on arrive dessus, c'est pas pratique. Donc, je peux parler des toilettes longtemps, parce que c'est un sujet que j'aborde systématiquement avec les clients, avec les entreprises, je fais toujours des réflexions, mais j'y arrive pas pour l'instant. Le seul moment où j'ai réussi, c'est dans le restaurant de Barcelone, parce que c'est un client privé, et il a accepté que je fasse mon genre. Mais vous le savez peut-être, c'est un sujet sur lequel je me bats depuis longtemps. Je ne sais pas. L'égalité des hommes et des femmes. Bonjour, merci tout d'abord. J'ai une petite curiosité sur Glasshouse parce que vous avez vraiment été très, très attentif à la lumière et c'est vraiment super intéressant ces aspects. Et ma question c'est quand vous utilisez dans ces maisons qui est tout dans la lumière naturelle, quel était votre
quand vous êtes, pardon, je ne suis pas française, et du coup, j'espère que m'exprimer au mieux. Je suis italienne. Ah. Ma question, c'est quand vous avez fait pour la lumière pas naturelle, quand la nuit tombe, quand devient ces espaces. Ça devient un peu comme une lanterne parce qu'on a installé on a au départ installé toutes les lampes le long des joints, là où il y a les structures, on a mis des lignes de lumière, en faisant ce que la lumière de la maison devienne une lanterne. Ok, oui, je voulais comprendre où vous avez mis ça. Et après, la choix aussi d'émettre des espaces noirs, qui est un geste très fort. Et ça, c'est toujours un verre, oui. Oui, c'est du verre. Et pour quelle raison exactement vous avez choisi ça? Parce que ce sont les espaces techniques, puisque c'est la cuisine et les salles de bain qui sont dans ces objets-là. Ok, mais c'est pour avoir une atmosphère différente du coup dedans? Non, parce qu'on rentre pas dedans. Enfin, si, pour les salles de bain, on rentre dedans. Et dedans, ils les ont pas acceptées en noir, personnellement. Et la cuisine, elle est ouverte à l'endroit où on rentre. Non, c'est juste pour montrer qu'il y a deux objets techniques qui rentrent dans le volume. Ok, d'accord. C'est dommage, je ne vois pas vous la toilette. Ça, c'est privé, donc c'est une maison privée. Donc, après, ça dépend de la relation qu'on a avec le client, s'il veut qu'on joue beaucoup ou pas. Ok, d'accord. Mais il y a des salles de bain, une des baignoires, par exemple celle d'en bas, qui est dans le sol. Et donc, la petite fenêtre transparente est au ras du sol. Et quand ils sont dans leur baignoire, ils peuvent regarder l'herbe pousser dehors. Merci. Merci déjà, c'était très intéressant. J'ai une question sur la résidence d'artistes à Grenoble. Quand vous avez parlé que le volume ne les dérangeait pas, donc je pense que vous parlez du fait que les artistes n'aient pas de vue sur la résidence du maître d'ouvrage. Mais par contre, le maître d'ouvrage, il est caché des signes des montagnes par le volume noir. Donc ça m'interroge, comment vous voyez le noir en fait? Ah, comment? Mais elle a pris ça comme une œuvre d'art. Elle a considéré qu'elle avait une œuvre d'art. Maintenant, parce qu'elle a des œuvres dans son jardin, dans son parc, au bord de la partie qui descend. Et pour elle, c'est une œuvre d'art. Et maintenant, elle a même fait appel à Verju, qui est un artiste qui fait des projections et qui met des projections fixes. Et elle a fait projeter dessus en permanence, parce que c'est comme ça qu'il travaille, un cercle de lumière. Donc pour elle, c'est une œuvre d'art. Alors, mais c'est pas votre question tout à fait. Si. C'est ça. Et vous, du coup, vous voyez le noir comment? Ben, je suis tombée dedans il y a très 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 longtemps. Et donc je me l'applique depuis... Moi, je suis dans le noir tout le temps, mais pour moi, vous savez que Soulage dit que c'est une lumière. Matisse aussi disait que c'était de la lumière. Et il y a des noirs. Et que le noir, pour moi, est peut-être une lumière également. Et le noir est... Mais je ne l'applique pas à tout le monde. Je n'oblige pas tout le monde à vivre dans le noir. C'est moi... moi, le noir, je suis tombée dedans, comme je dis. Et je ne m'en sens plus. Mais tout le monde n'est pas obligé de le faire. Donc, parce que ce qui était très étonnant, c'est que au début de ma carrière, quand je faisais bien noir, tous mes clients me disaient au moment où on arrivait au choix du matériau, au choix des couleurs, ben alors vous allez nous mettre du noir. Je dis non, vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige pas à mettre du noir, et j'ai toujours mis de la couleur. Je ne vais pas montrer la rénovation d'une maison bulle que j'ai fait en multicolore dans le sud de la France, etc. Donc non, mais je manie les couleurs aussi pareil. Mais c'est depuis Rome que j'ai commencé à mettre du noir dans mes bâtiments, parce que je me suis posé la question à Rome, dans cet espace du foyer, de savoir comment ça pouvait se transformer en lieu d'exposition et comment ça pouvait être un lieu d'exposition. Et je trouvais que les murs en béton, parce que tout ça c'est du béton brut, n'étaient pas d'une qualité formidable. Et donc j'ai fait faire des tests de couleurs dessus. Et donc au début, j'ai commencé par des grilles assez soutenues quand même. Et puis après ça, j'ai dit, ben non, on fait noir. Et j'ai fait plein de tout en noir, y compris tous les appareillages qu'il y a sur les murs et tout ça, tout est en noir. Et de façon à ce que ça devienne une surface neutre, comme le blanc. Le blanc dans les musées, dans les salles d'art contemporain est considéré comme une surface neutre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ça prend la lumière d'une certaine façon. Et bien le noir aussi, d'une certaine façon, est peut-être une surface neutre. Et ça va jusqu'au point qu'en 2010, à Art Paris, vous savez qu'il y a des salons à Paris d'art contemporain. Il y en a un qui s'appelle la FIAC et l'autre qui s'appelle Art Paris. Vous savez où ça?
Vous êtes tous étudiants d'architecture majoritairement. Qui n'est pas étudiant d'architecture ici? Ah, quand même. Les autres. Et vous vous intéressez pas à l'art contemporain. Donc, s'il vous plaît, allez voir les salons d'art contemporain 2 fois par an, qui sont à Paris, ou les salons de la photo, ou le salon du dessin. Allez rencontrer, voir le travail des artistes. C'est fondamental. C'est de la nourriture pour votre travail, c'est de la nourriture pour votre façon de penser, votre façon de voir le monde. Donc, il y a une galerie avec qui je travaille maintenant aussi, qui m'avait demandé de lui faire son stand. Et je lui ai fait un stand noir et blanc. Donc des murs noirs et des murs blancs. Et des objets noirs et des objets blancs. Et elle a exposé ses œuvres sur ces murs noirs et sur ces murs blancs. Et les gens se souviennent de mon stand. Parce que c'était pour eux comme un choc de voir qu'on pouvait exposer de l'art sur des murs noirs. Il paraît qu'après, il y a des collectionneurs qui ont pas chez eux un mur noir pour mettre. J'étais contente de les avoir emmenés avec moi dans le noir. Le noir, pour moi, n'est pas sombre. Pour vous aussi? Non. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez montré. Je voulais savoir si dans votre pratique, vous avez l'air de trouver une grande liberté dans les projets qui vous sont proposés et de prendre une grande liberté. Et quand vous nous avez présenté vos travaux sur à la fois du mobilier et des choses à plus petite échelle, je voulais savoir si quand vous vous attaquez, on va dire, à faire des petites maisons, à faire des maisons de souris ou des maisons pour des animaux, est-ce que vous vous amusez pas plus autant. C'est beaucoup plus facile à faire sur le design, c'est beaucoup plus facile à faire. On peut en faire tous les jours un objet, 2 objets, 3 objets par jour. Une fois qu'on est lancé, c'est une période, à un moment, Alexis m'a demandé, je ne vous ai pas montré, j'ai fait un plateau pour Alexis, j'ai fait quelque chose comme ça. Et puis après, ils m'ont demandé de commencer à regarder des tables, des assiettes, des verres. J'ai tout dessiné, mais ils n'ont pas fait. Et c'est vrai que ça va très très vite, c'est très facile. Quand vous êtes lancé, les designers, ça va être facile. Architecte, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, vous trouvez le même plaisir dans les 2 pratiques? Ah oui, vraiment. Mais je suis aussi artiste maintenant. Je travaille aussi pour les galeries, je fais des installations, je fais des œuvres, je fais tout. Je fais même de l'urbanisme, je fais ce que je fais pas. Même ces jours, je vais me lancer dans la couture, un jour, je fais de la mode, je fais des vêtements, j'ai commencé à réfléchir à des sacs, à des chapeaux. Mais ça m'intéresse, tout m'intéresse. Parce que là, le grand avantage de l'architecture, lorsque vous avez fait des bonnes études, je veux dire bonnes études, c'est que vous pouvez tout faire. Parce que vous pouvez, à condition que vous ayez un mot d'ordre pendant vos études, la curiosité. Un étudiant d'architecture, doit être curieux. Parce qu'une fois qu'il a appris à être curieux pendant ses études, il doit être curieux toute sa vie. Et pour être curieux toute votre vie, il faut l'avoir appris. Et en même temps, il faut savoir rêver. C'est interdit dans les écoles d'architecture de rêver aujourd'hui. Vous devez rêver. Parce que si vous ne rêvez pas, qui va rêver demain? Qui va inventer le monde de demain? Vous devez rêver. Vous devez vous projeter, vous devez aller plus loin, vous devez penser. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question, quelle année est né ce jeune homme là-haut? Mais qui est né après 2000? La majorité. Donc vous êtes des futurs architectes du XXIe siècle, vous n'êtes pas des gens de l'architecture du XXe siècle. Il faut le savoir, il faut le réaliser ça. Vous avez une chance inouïe. Vous avez une chance inouïe parce que vous, en étant né dans le XXIe siècle, vous pouvez vous abstraire du XXe siècle. Vous pouvez même vous abstraire du XIXe siècle. J'espère. Parce que ça, c'est encore un truc qui traîne dans les écoles parfois. Et vous pouvez penser que votre avenir, il sera dans le XXIe siècle. Et pensez qu'au début du XXe siècle, qui était déjà né? Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Maison Bergond. Tous ces gens-là, ils ont inventé le début de l'architecture du XXe siècle. Donc vous, votre boulot, votre rêve, c'est d'inventer l'architecture du XXIe siècle. Donc pour ça, il faut que dans vos études, vous ayez la possibilité de rêver, pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer. En fonction des conditions du siècle, évidemment. Moi, je suis super jalouse de vous. Parce que c'est formidable de penser, si vous arrivez à vous mettre ça dans la tête, de vous mettre dans la tête que vous avez un siècle à inventer.
Vous avez inventé le monde de demain. Moi, ma génération, comme le monsieur Sévin certainement, on est né dans une période, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et on avait on vivait une période qui bougeait beaucoup, et qui se transformait. Donc notre chance à nous, ça a été de pousser sur le changement pour qu'il aille plus vite. Mais le changement était là. Vous devez le faire. Et ça change beaucoup. Le monde change beaucoup. Donc prenez-le en main et allez-y. Inventez. Imaginez-le. Donc d'abord, pour l'inventer, il faut l'imaginer. Donc pour l'imaginer, il faut être capable de rêver. C'est tout ce que j'ai à dire aux étudiants aujourd'hui. Rêvez, s'il vous plaît. Et si vos enseignants ne vous l'autorisent pas, dites-leur que c'est obligatoire pour vous. C'est votre boulot. C'est votre rêve. C'est votre possibilité de créer. C'est votre possibilité d'inventer. C'est pas de vous confronter au réel, c'est d'imaginer. Donc il faut vous ouvrir l'imaginaire. Pour vous ouvrir l'imaginaire, il faut ouvrir les champs des possibles. Il faut vous permettre d'être confronté à l'art contemporain, confronté aux chanteurs, confronté aux danseurs, confronté à tout le monde. Et pouvoir, à partir de ça, faire de l'architecture. Et je dis bien faire de l'architecture, ça ne veut pas dire forcément être architecte. Parce que tout le monde ne sera pas forcément architecte et c'est pas grave. Parce que les écoles d'architecture sont faites pour vous apprendre l'architecture, pour vous apprendre à être vous-même avec l'architecture. Et vous créez vous-même. Puis ensuite, travaillez avec l'architecture. Quel que soit ce que vous ferez plus tard, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait des études d'architecture qui vont vous permettre de faire ce que vous désirez faire avec ça. Et je n'imagine pas que vous pratiquerez l'architecture comme moi. Parce que le métier change. Même le mien a changé depuis le moment où j'ai fait mes études et maintenant. Il a complètement radicalement changé. Moi, j'ai vu arriver des ordinateurs à dessiner à la main. J'ai vu arriver le début des smartphones. Ça n'existait pas. Vous savez, les étudiants, ils ne savent même pas que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de smartphone, il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas. Les autoroutes n'existaient pas en France. Vous imaginez le monde dans lequel je vivais, dans lequel monsieur vivait. Et on l'a vu faire. C'est pour ça que je dis, le monde se changeait. Et le monde a été formidable pour nous parce que ça changeait tout le temps. Donc on poussait là-dessus. Et vous, il faut que vous preniez en main les choses qui changent aujourd'hui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous ai parlé du métaverse. C'est tout ce monde parallèle, tout ce monde autre qui change aujourd'hui. Et qui va introduire des bouleversements totaux dans la façon de vivre. Donc il faut que vous preniez ça en main pour comprendre comment vous allez pouvoir agir avec ça. Poussez vos enseignants à faire ça, poussez vos écoles à faire ça. C'est pas gagné, je sais. Mais allez-y. Et c'est partout dans le monde le problème. D'accord? Mais c'est enthousiasmant, non? Ce que je veux dire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème dans les écoles, je vais répéter ça après-midi encore un maximum, c'est qu'on ne vous donne pas envie. On ne vous apprend pas à rêver. Comment on ne vous apprend pas à rêver ou à imaginer? On ne vous donne pas la possibilité d'avoir la possibilité d'avoir de l'enthousiasme pour ce que vous faites, ou de l'enthousiasme pour ce que vous allez faire après, ou ce que vous allez pouvoir faire après. Alors qu'en fait, je trouve passionnant, moi, de vivre aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Et j'espère que vous êtes capable de prendre ça en main et de vous dire, j'ai un atout formidable, je suis du 21e siècle. Donc s'il vous plaît, messieurs et mesdames les enseignants, basta. Moi, c'est moi qui vais inventer le 21e siècle, c'est pas moi. Parce qu'eux, ils vont mourir en cours de route. Vous serez là jusqu'à la fin. Parce que vous avez la possibilité, étant né en 2000, 2001, 2002. Moi, j'ai des étudiants qui arrivent maintenant qui sont de 2004. Ça me fait un choc le jour où j'ai vu ça sur les candidatures, moi. Je me dis, mais attendez, pour qui j'enseigne là? J'enseigne pour des êtres différents. J'enseigne pour des gens qui fonctionnent différemment. Et comme vous fonctionnez différemment, eh bien, il faut vous enseigner différemment. Vous permettre d'apprendre des choses que vous allez apprendre ou que vous voulez apprendre, plutôt, que vous pouvez apprendre. Parce que vous avez accès à tellement de ressources, à tellement de possibilités, que moi, en tant qu'enseignant, je ne sais pas ce que j'ai à vous apprendre, en dehors de vous apprendre à aller chercher. Et vous apprenez par vous-même. Parce que de toutes les façons, ce qu'on vous dit là, il sort tout de suite par là. Donc c'est pas grave. C'est la preuve. La preuve tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est rentré là et c'est ressorti. Mais c'est rentré par les yeux et c'est ressorti immédiatement. Je ne sais pas par où. D'accord? Ça vous donne pas envie, ça? Si. Ben, vous devriez hurler de joie, c'est ce que je vous dis. Ben, c'est votre boulot. C'est votre devoir pour le 21e siècle. Et c'est formidable. Merci.